Est-ce que vous avez fait F5 les enfants? Répondez à ma voix. Si vous entendez un chien qui aboie, c'est normal. Pas eu besoin, Parfait. Donc, ouais. Je suis sincèrement désolé pour les aboiements de chiens, mais je sais pas ce qu'ils foutent, je sais pas ce qu'ils foutent en bas. Ils m'énervent tous, de toute façon. Enfin, voilà. C'est désagréable au possible et vous m'envoyez désolé. Mais bah, malheureusement, j'ai pas le pouvoir là-dessus. Ça devrait être bon. Bon, parfait. Donc voilà, les nouvelles étant terminées, on va pouvoir reprendre la FAQ, malgré les aboiements du chien. Du coup, on parlait donc de compétitivité. Hein. En clair, tu augmentes la probabilité de piocher une bonne carte en diminuant la taille de ton jeu. Je parlais de compétitivité car les bons joueurs jouent en majorité avec un deck de 40 cartes. Voilà. On a mis actuellement un quart d'heure pour débriefer une question. Yes, ça va être un bon live, il n'y a pas de problème. Question de Darius, Darius qui signe Darius dueliste en perdition, donc ça veut dire que monsieur a besoin un très sérieux besoin d'aide, et vous m'excusez pour le rototo. Bonjour, je possède beaucoup de monstres spirits dont le dragon Yamatar, comment l'invoquer autrement que spécialement? Eh ben j'ai une réponse pour toi, l'invocation normale. Et du coup, l'ami Dragon Blanc qui est de répondre, ta question comporte une erreur, tu voulais sûrement dire comment l'invoquer autrement que par invocation spéciale. Oui, alors c'est sensiblement la même chose. Là pour le coup, c'est chipoté, hein. Vous pinaillez, Dragon Blanc. En effet, ton dragon Yamata, comme tous les monstres esprits, donc Spirit, s'il vous plaît, si vous pinaillez, soyez rigoureux jusqu'au bout, vous serez mignon. N'a pas le droit d'être invoqué spécialement. Tu peux seulement les invoquer normalement ou les poser face cachée, et dans ce cas, tu peux les retourner au tour suivant. Exact. Sauf pour le cas d'Amaterasu, par exemple, qui est un monstre qui ne peut pas être invoqué normalement non plus, et donc que vous devez poser d'abord. Mais Amaterasu, même si c'est rigolo, personne ne la joue. Voilà. Question sans nom. Question sans nom, puisque, tout simplement, le dueliste n'a pas donné son nom. Voilà. Difficile de faire mieux que ça. J'adore jouer avec mes grenouilles et pendant un duel, un ami m'a dit que je ne pouvais pas retirer du jeu ma grenouille de permutation pour invoquer mon crapaud samouraï. Pourquoi? Eh ben ça c'est une erreur de la VF, hein, je suis désolé. C'est une erreur de la VF. Parce que grenouille de permutation n'est pas une grenouille. Oui, je sais. Ça fait mal, hein. C'est comme... comment il s'appelait? Frog the Jam, donc grenouille la bave, qui est donc qui normalement s'appelle Crapaud Slime, et donc qui a été réédité sous ce nom dans des OTS si je me souviens bien. C'est un crapaud et non une grenouille, donc ça rentre pas dans la condition d'activation de l'effet de crapaud samouraï. Et ben un grenouille de permutation, ça n'est pas une grenouille, c'est un crapaud. Son nom anglais c'est Substitoad, donc c'est... Je suis désolé, il n'y a pas frog dedans, donc ça passe pas. Ta réponse se trouve dans la traduction française du nom de la carte grenouille de permutation. Celle-ci comporte une erreur, son nom anglais est Substitoad. Or, tous les monstres qui ont Toad dans leur nom ne sont pas des grenouilles. Ainsi, tu ne peux pas retirer de grenouille de permutation pour activer l'effet de crapaud samouraï, car ce n'est pas une vraie grenouille. C'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a jamais été rééditée sous le nom de crapaud de permutation. Hein. Donc, corrigez-moi cette erreur, Konami, vous serez gentil. Question toujours sans nom, hein. On n'a plus de questions avec des noms à partir de là. Ma foi, c'est un choix, j'imagine. L'anonymat. Est-ce que mon guerrier au bouclier peut protéger tous mes monstres si mon adversaire attaque plusieurs fois? Non. Non, car bien que très utile, le guerrier ne protège que durant une seule attaque puisque son effet s'active durant la damage step. Même si son texte précise les monstres que vous contrôlez, le guerrier au bouclier ne servira que pour un seul combat. Et oui, c'est un peu dommage. Ça donnerait un peu plus d'utilité à cette carte qui n'en a pas beaucoup. Désolé Yusei, mais pour le coup, ton guerrier au bouclier, il est pas très bon. Si mon adversaire invoque un monstre synchro après que j'ai déjà activé fréquence de perturbation, est-ce que ce monstre est lui aussi renvoyé dans l'extra deck à la fin du tour? Oui. Parce que fréquence de perturbation, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, c'est une magie, ou un piège, je ne sais plus. Parce que je vous avoue qu'il y a longtemps que j'ai pas joué cette carte. Alors là, pour le coup, c'est avoir un doute sur un type de carte, c'est quelque chose qui m'arrive extrêmement rarement. Et comme je déteste ça, on va chercher ça en live. Fréquence de perturbation, Yu-Gi-Oh! Rien à voir avec le gars dans SAO.
Yu-Gi-Oh! Vous l'avez? Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est une magie, effectivement, magie rapide, qui dit que tous les monstres synchro sur le terrain sont changés en position de défense, et renvoyer tous les monstres synchro face recto à l'extra deck durant la end phase. Voilà, tout simplement. Et, bah du coup, oui. Ouais. Il sera pas changé en position de défense, mais Kirito 2, non, Yu-Gi-Oh! Il sera pas changé en position de défense parce que bah, il n'était pas là à l'instant T, mais il sera quand même affecté par l'effet en end phase de fréquence de perturbation et donc sera renvoyé à l'extra deck comme les autres. Oui, cette magie rapide ne cible pas tant qu'au moins un monstre synchro est changé en position de défense par le premier effet, le second effet renverra tous les synchros, qu'ils soient invoqués avant ou après l'activation de fréquence de perturbation. Donc Kirito 2. On va pas se battre, Xev, mais tu sais que c'est Yu-Gi-Oh! Donc voilà, tout simplement. Fréquence de perturbation qui est une carte extrêmement gênante contre moi, vous le savez, hein, enfin que je déteste personnellement puisque ça renvoie les synchros à l'extra deck et vous savez que je n'aime pas ça. Bonjour, Meiku, maître des barrières, peut-il détruire une carte magie de terrain? Merci. Meiku, donc surtout vous mettez pas le i n'importe où s'il vous plaît. Kirito Kirita, le soir c'est Kirito Kirita. Allez, il est parti dans les références, on ne l'arrête plus. Du coup, Meiku. Meiku, c'est un monstre magicien de niveau 4 lumière qui dispose de 1700 points d'attaque et qui a la faculté très pratique de se sacrifier pour cibler une magie piège continue sur le terrain et la détruire. Mais une magie terrain, c'est pas une magie continue. Donc, pas les terrains. Non, même si les cartes magie de terrain restent de manière permanente dans ta zone magie piège, elles ne sont pas pour autant des magies continues. Les magies continues et de terrain sont bien différentes et possèdent des icônes différentes. Oui, là pour le coup on peut pas faire plus clair. Hein. Peut-on activer annulation d'attaque lorsque Cœur Farouche héros élémentaire attaque? En voilà une question qu'elle est bonne. Si ton adversaire active annulation d'attaque lorsque Cœur Farouche lance son assaut, l'attaque ne sera pas annulée et la battle phase ne s'arrêtera donc pas. Donc ton adversaire peut activer le piège, mais ça sert à rien. Dommage. C'est rigolo. Hein. Des petites interactions comme ça, on n'y pense pas forcément, hein, mais les petites interactions comme ça, c'est... Je vous avoue que pour le coup, c'est une interaction que je redécouvre, hein, parce que j'ai jamais eu l'occasion de judge un truc pareil, et... Bah non, quoi. On a dit... Je n'ai pas une, mais plusieurs questions concernant un seul monstre. À quel moment s'active l'effet d'âme sombre, sabre XX? Si le même âme sombre, sabre XX, est envoyé plusieurs fois au cimetière durant un même tour, est-ce que son effet s'applique plusieurs fois également? Est-ce qu'il doit encore être dans le cimetière à la fin du tour pour que son effet s'applique? Merci pour tout. Ah bah voilà. Alors, réponse très courte, Dragon Blanc. Il s'agit là d'un monstre qui a boosté le jeu Sabre X et je comprends ton intérêt. L'effet d'âme sombre Sabre XX s'active quand âme sombre est envoyée au cimetière et non pas durant la end phase. L'effet de ce monstre s'applique autant de fois qu'il a été envoyé au cimetière. Si durant un tour il est envoyé 3 fois au cimetière, tu pourras aller chercher 3 sabres X. Pour que son effet s'applique, âme sombre ne doit pas obligatoirement être dans le cimetière. En fait, puisque c'est un effet qui s'active à l'envoi au cimetière et non durant la end phase, c'est ça qui le rend super fort en fait. Parce que il part au cimetière, vous activez l'effet, et quoi qu'il advienne, si cet effet n'a pas été annulé, en fin de tour, il se résoudra, et donc, il appliquera sa résolution, entre guillemets, c'est absolument pas officiel comme manière de dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus imagé. Il appliquera son effet résolu, et ira donc chercher un sabre X au cimetière, sachant qu'il n'a pas de once per turn, enfin il n'a pas de hard once per turn, ni de soft hein, d'ailleurs, hein. Sachant qu'il n'a pas de once per turn sur son effet, et il s'activera autant de fois que tu l'enverras au cimetière. Donc une machine à faire du card advantage, et c'est pour ça qu'il a été erraté. Question numéro 9, je vous annonce qu'il y a quand même 14 questions. Hein. Pour une fois, c'est une FAQ qui est extrêmement dense, même si les réponses sont très courtes. Puis-je utiliser Bourse des âmes afin de sacrifier un monstre adverse pour le deuxième effet de Chronon Morphronique? Même question pour l'effet de Grenouille de permutation. Alors, c'est différent, on va dire, c'est assez différent l'un de l'autre. Théoriquement, si tu cibles une grenouille, avec avec Bourse des âmes, tu peux sacrifier la grenouille adverse pour Grenouille de permutation. Enfin, Crapaud de permutation. Pour Chronon Morphronique, il a besoin de se sacrifier lui-même, donc techniquement tu peux pas sacrifier autre chose.
Donc, tu utilises Bourse des âmes pour sacrifier un monstre adverse à la place de l'un des tiens. Néanmoins, Chronomorphronic doit se sacrifier lui-même pour activer son effet, comme chasse-sauveteur ou troupe exilée, donc Bourse des âmes ne marchera pas. Par contre, elle fonctionne parfaitement avec la grenouille de permutation. C'est même une combo. Tu sacrifies un monstre ennemi et tu récupères une grenouille ou une rainette. J'ai comme un doute là. Je sais plus si grenouille de permutation, faut sacrifier un monstre ou sacrifier un monstre grenouille. Je crois qu'il faut sacrifier un monstre, donc en fait, oui, ça marche. Ouais. Bah du coup, voilà. Peut-on invoquer un monstre avec une attaque indéfinie, donc point d'interrogation, comme les demoiselles de fortune, avec le cercle du magicien? Nope. Non, tu ne peux pas. Les monstres avec point d'interrogation n'ont pas d'attaque définie, et il faut que ton magicien ait 2000 points d'attaque ou moins pour être invoqué par le piège cercle du magicien. Le point d'interrogation ne signifie pas que ton monstre a 0 attaque. Alors, il a 0 attaque parce qu'on n'a pas d'autres valeurs par défaut quand il n'y a aucun effet qui définit ses points d'attaque, si tu veux, enfin qui définit la valeur indéfinie. Donc ça veut dire qu'il a 0, mais pas ailleurs que sur le terrain. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Il peut avoir 0 sur le terrain par contre. Un Great Majou d'Aïsa dont le contrôleur n'a pas de carte bannie a 0 d'attaque et 0 de défense. On a dit donc, lorsque combat en présence de l'empereur s'active, je choisis l'attribut feu. Ma question est, est-ce que je peux poser un monstre d'un attribut autre que feu? Eh ben, oui. Est-ce que je peux poser un monstre d'un... Oui, bah poser, t'as le droit, oui. Bonjour, et oui, tu peux le poser, à savoir l'invoquer en défense face cachée. Oui, t'as le droit de poser, mais par contre, t'as pas le droit d'invoquer. Vision du futur est activée sur le terrain. J'invoque normalement Chat lunaire Kinka. Que se passe-t-il à ce moment? Le monstre est-il quand même invoqué, puis immédiatement retiré du jeu par l'effet du Chat lunaire Kinka? Interaction rigolote, vous allez voir. Le monstre invoqué par l'effet du chat arrive sur le terrain et reste, car il n'est plus lié à Chat lunaire Kinka. Le résultat est exactement le même lorsque Trappe sans fond est chaîné à Darius Bête Gladiateur. Le monstre est quand même invoqué et reste sur le terrain, car Darius n'est déjà plus face recto. Voilà. À vérifier, à revérifier quand même ce genre de trucs, parce que je suis toujours un peu circonspect par rapport à ça, mais à revérifier. Ça dépend s'il est allergique au chat ou pas. Et coucou, salut tonton, je suis content de te voir. J'ai assisté du coup à la conversation qui ne me concernait pas, puisque je suis dans le groupe de, le fameux groupe de discussion de cette conversation. Donc je vois que tu ne lives pas ce soir à cause de nuits relativement courtes. Et tu m'envoies désolé. J'espère que ça va quand même, que tu arrives à tenir la cadence. Et j'espère que tu arriveras à trouver le sommeil en fait, surtout. Parce que les nuits courtes, c'est pas cool, j'en sais quelque chose. Donc voilà. C'est pas très drôle, hein, je suis désolé, je suis un peu moins drôle aujourd'hui. J'essaye, je fais de mon mieux. On a tous nos problèmes, je crois. Peut-on activer Trappe sans fond sur un monstre qui revient par... La fatigue est très présente, j'ai tenu pour pas faire de sieste, on verra. Mais fais des siestes, mon gars, fais des siestes. Il faut, hein. Si t'es fatigué, il faut dormir. Hein. Après, si c'est... Enfin, et si t'as besoin, tu sais que les MP, hein. Ouais, t'inquiète, y a pas de problème. Je te remercie d'être là. Merci à vous, hein, merci à vous. Mais y a pas de souci, t'inquiète. Du coup, peut-on activer Trappe sans fond sur un monstre qui revient par l'effet de robot archer? Que se passe-t-il si le monstre de l'adversaire était face verso lorsque le robot archer le retire du jeu? Eh ben tu ne peux pas activer de piège qui se chaîne à une invocation car le monstre retiré du jeu par robot archer est renvoyé sur le terrain et il n'est pas invoqué. Et oui. Contrairement à une carte comme par exemple, je sais pas moi, un truc qui serait invoqué. Les peintres météorologiques. Non mais si je fais une sieste, je pars pour une nuit et c'est pas mieux en fait. Ouais, c'est pas faux. Ouais, j'y pensais. J'y ai pensé, je m'en suis rendu compte en le disant. Si un monstre est en position de défense face verso au moment où il est retiré par robot archer, il reviendra exactement dans la même position à la fin du tour. Voilà, tout simplement. Il était face verso, il retourne face verso. Dernière question, Dragon de la lumière et des ténèbres peut-il annuler les effets d'invocation de Cyberdragon, Gorz et Tragoedia? Techniquement, il annule l'activation, donc il devrait pouvoir le faire. L'invocation de Cyberdragon, c'est une invocation inhérente, donc il peut pas l'annuler, évidemment. Hein. L'invocation de Cyberdragon ne sera pas annulée car elle n'est pas le résultat de l'activation d'un effet. C'est un effet inhérent à Cyberdragon. Par contre, Dragon de la lumière et des ténèbres peut annuler l'activation des effets d'invocation de Tragoedia et de Gorz, qui resteront alors dans la main.
Ils resteront dans la main. Ça annule seulement ou ça annule et détruit l'ami de Light and Darkness Dragon. Oh, c'est écrit en tout petit, mon dieu. Cette activation est annulée et cette carte... Ah bah non, c'est juste, ça annule juste l'activation. D'accord, très bien. C'est dommage. Parce que du coup... Ah bah plus de Gorz. Dommage. Ensuite, on va passer à un peu d'actu. Parce qu'on aime l'actualité chez nous. Alors, oh, il y a du lourd. Il y a du lourd. On va parler des YCS. Je crois qu'on avait déjà vu que les YCS avaient remplacé donc les... Je sais plus ce que ça avait remplacé, mais ça avait remplacé des trucs. Ça avait remplacé un type de tournoi, j'entends. Attendez, j'ai des notifications là. Il y en a beaucoup. Yeah. Ok, certes. Hop, allez. On a dit. J'ai fait une sieste cet après-midi, j'étais tellement claqué. Mais t'as raison, les siestes c'est la vie. Donc, les YCS, les Yu-Gi-Oh! Championship Series se multiplient aux USA. La dernière édition d'Indianapolis a été remportée par Anthony Meyer et son deck anti-méta. Afin de rendre heureux toute la planète, Konami a décidé d'accueillir ces tournois partout dans le monde. Toronto organisera donc le premier YCS du nouveau format les 4 et 5 septembre, tandis que l'Europe attendra la fin du mois pour avoir son premier YCS en Allemagne les 24 et 25 septembre. Et oui, tu as bien entendu, la ville de Bochum sera le théâtre du premier YCS européen. Ça me fait chier de réussir à dormir au mauvais moment de la journée. Ah ouais. Ouais, c'est moche. Mais quand il y a besoin de dormir, il y a besoin de dormir. Donc on écoute son corps et on dort. Après avoir accueilli le premier championnat d'Europe, le célèbre Ruhr Congress sera donc encore une fois plein de joueurs venant de toute l'Europe. Des tournois Dragon Duel ainsi que beaucoup de side events seront organisés lors de ce tournoi. Le second YCS européen aura lieu en Italie en novembre, mais la date n'a pas encore été officialisée par Konami. Voilà, tout simplement. News dont j'ai pas spécialement grand chose à foutre parce que les tournois, voilà. Mais ça a pu intéresser du monde à l'époque. On va parler de Tag Force, la série de jeux de jeux Yu-Gi-Oh sur PSP à l'époque, si vous vous souvenez hein, des Yu-Gi-Oh Tag Force. Et bien là c'est sur du 5D évidemment. Hein. La 5e édition du célèbre jeu sur PSP débarque dans les bacs au Japon. Afin de parfaire un 4e opus déjà bien riche, le mode online, afin de jouer sur internet, oui c'est ça. On est sur Voyage au bout de la nuit, écoutez la voix suave de Pegasus qui va vous bercer pour atteindre le meilleur sommeil, c'est exactement ça. Je peux faire de l'ASMR. Détendez-vous. Écoutez le son de ma voix. Je suis une seule chaîne d'ASMR sur YouTube. Elle est incroyable. C'est devenu Voyage au bout de l'enfer. Oh, tout de suite comme vous y allez. Mais elle est incroyable. Mary Jane ASMR si vous aimez. Elle est géniale. Je l'aime. En plus c'est une italienne. Donc bah quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je suis pas dans les bonnes notes, c'est pas grave. On a dit... Vous voyez un peu avec quelle aisance je rebondis hein, quand même. Hein. Boing. La violence du type, carrément. Le mode online, afin de jouer sur internet en single et tag duel. En single, ouais, carrément. La base de données de cartes a évidemment été enrichie avec l'arrivée de cartes récentes jusqu'à l'extension Star Strike Blast. Donc, explosion des étoiles dans la langue de... qui je vais dire dans la langue de Jeff Tuch. Voilà. Comme d'habitude, les 3 cartes promotionnelles sont au menu, hein, évidemment. Et donc, ce seront les cartes de... C'est sur le ventre que je rebondis. Par contre, la pub pour Pokémon alors qu'on est sur une chaîne Yugi. Comment ça, la pub pour Pokémon? Ah bah oui, évidemment. Ouais, regardez. Non, mais il n'y a pas que du Pokémon, regardez. Il n'y a pas que du Pokémon. Je fais la pub pour un autre magazine en même temps, vous voyez, maniaque. Donc, si vous pouvez me laisser faire, s'il vous plaît. Parce que je vous aime, hein, franchement, mais vous êtes chiant.
Euh, trois cartes, donc les... Trois cartes de Cherry Brandy. Cherry Brandy, oh là là, je me trompe de Cherry. Cherry Leblanc, punaise. Cherry Brandy, c'est dans Fairy Tail. Cherry Leblanc, donc, qui est une duelliste qui joue aussi des monstres synchroniques. Big up à toi, Cherry, ta fleur synchronique me sert énormément. Donc il y avait fleur synchronique, le synthoniseur qui permet d'invoquer fleur de chevalier, donc chevalier de fleurs en français. Fleur de chevalier. Parce que même en anglais, vous savez, hein, vous connaissez la baronne de fleur, bah parce qu'elle fait partie de cet archétype et Chérie étant française, même le nom de ses cartes en anglais est en français. Chier, je peux pas m'entraîner sur Edo Pro, apparemment l'effet d'Auroradon me bloque l'extra deck. Tu peux pas link? Je crois que tu peux pas link, mais tu peux faire autre chose, non? Normalement, tu peux faire des synchros. Parce que le... Et tu peux faire des Xyz, parce que le deck Bête Fantôme Mecha est basé sur ça. Donc normalement, il devrait pas y avoir de problème là-dessus. Donc, Fleur Synchron, le synthoniseur de niveau 2 qui permet de, quand il est envoyé au cimetière pour une invocation synchro, invoquer spécialement un monstre de niveau 2 ou moins depuis ta main. Et Chevalier de Fleurs qui, une fois par tour en effet rapide, permet d'annuler l'activation d'une magie piège pendant notre tour uniquement, ce qui fait que c'est une mauvaise carte. Un peu comme le deuxième effet de... Comment qu'il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. DDD Grand Gengis... Enfin non, DDD Gengis Grand Roi des Flammes, c'est ça. Le deuxième effet qui permet d'annuler l'activation d'une magie piège unique ou d'un effet de magie piège uniquement durant votre tour, ce qui est donc un mauvais effet. Oui, mais j'ai un tuner sur le terrain, ça me laisse pas toucher mon extra après son invocation. Vérifie si t'es pas affecté par les effets d'autre chose. En maintenant le pointeur de ta souris sur ton nom, normalement sur ton pseudo, tu devrais voir si tu es affecté par un effet qui t'empêche de toucher à ton extra deck. Et enfin, donc, le piège Liberty at Last, ou donc Vive la liberté. Normalement, non. Bah... Faut voir. Liberty at Last, donc activez cette carte lorsqu'un monstre est détruit au combat. Vous ciblez deux monstres sur le terrain, vous les renvoyez dans le deck. J'aime beaucoup Vive la liberté en draft. C'est toujours une carte intéressante à pique. Un bon piège. J'aime bien. Alors là, je parle aux fans de la première heure. Je parle aux fans de la saison 3. Il me semble que Batailleville c'est la saison 3. Je parle aux fans de la saison 3 puisqu'on va parler dieu égyptien, on va parler méchant charismatique. Moins charismatique que Pegasus, hein, vous le savez. Mais on va parler méchant charismatique quand même avec un ami proche. Yami Marek. Puisque le ton est donné avec le titre de l'article, hein, Sublime créature funeste. Qui est donc le début d'invocation, enfin le début du chant d'invocation du dragon ailé de rat, mais mal refait, puisque normalement, je vous le fais, hein. Je vous le fais en entier parce que je le connais par cœur et donc je flex là-dessus. On a donc dit, divine créature céleste, écoute mon appel funeste, laisse briller ta beauté de tout son éclat et aide-moi à vaincre dans ce combat. Éblouis les déserts de ta lumière astrale et porte à mon ennemi le coup fatal. Brise ta sphère et déchaîne tes immenses pouvoirs. Sur la terre résonnera notre cri de victoire. Gagner le jeu des ombres est ta mission, c'est pourquoi j'invoque ton glorieux nom, le dragon ailé de rat. Voilà. Ouais, je flex, complètement. Cette célèbre réplique devrait te faire penser au terrible Marek Ishtar. Comment il se la pète? Mais carrément, oui, mais non, mais complètement. Hein. Tu sais, il y a des trucs comme ça que je peux te citer absolument par cœur et que c'est uniquement pour me la péter. Hein. Cette célèbre réplique devrait te faire penser au terrible Marek Ishtar, personnage incontournable du manga Yu-Gi-Oh! Un deck de structure à son effigie va bientôt voir le jour et comme d'habitude, Marek surprend tout le monde. Il y a pas moins de 5 rééditions dans ce tout nouveau deck. Gilgarth, Golem de Lave, Slim Métallique, Démon Légendaire et Force de Miroir. Va vraiment falloir que je revienne en tournoi et que je t'apprenne l'humility. Je t'attends mon pote, vraiment je t'attends. On veut te revoir en tournoi mec. Il y a trop longtemps que t'es pas venu, tu nous manques. C'est la première fois que Force de Miroir sera accessible à tous les joueurs dans une version commune, c'est vrai. Ajoutons à ces rééditions les célèbres cartes de ce personnage, hein, comme le Temple des Rois, et Bête Mystique de Serquette, qui est, accrochez-vous bien, un elfe. Son visuel cauchemardesque de scorpion avec un œil du millénium dans le dos, c'est un elfe. Je comprends pas. Et on obtient un condensé relativement sympathique avec le dragon ailé de rat sorti dans la collection légendaire. Il va enfin être possible de reconstruire le deck de ce personnage légendaire. Oui,
tout à fait. Puisqu'il y a eu beaucoup de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. L'archétype, protecteur du tombeau. Il va me détester, Nurgle, parce qu'il joue protecteur du tombeau. Il y a eu beaucoup de protecteurs du tombeau. Alors, c'est curieux quand même qu'on dise que protecteur du tombeau c'est l'archétype de Marek, parce que j'ai pas souvenir de l'avoir vu jouer protecteur du tombeau en fait. Pour moi, il joue des démons un peu genre Bakura, sauf que Bakura, bon, voilà, c'est un deck occulte. Mais pour moi, le deck de Marek, c'est paralysie des bras, paralysie des jambes, Makura. Il y a quoi encore? Il y a Golem de lave évidemment. Dragon ailé de rat. Comment il s'appelle Oh punaise, j'avais mangé son nom la semaine dernière et je le retrouve toujours pas. Le slime qui revient en boucle. Spectre revenant, voilà, en français. Spectre revenant, il y a... voilà, pour moi c'est ce genre de carte-là. Viseur D le maléfique aussi, enfin... je sais pas. Paquet Turbo 3. Sans transition, hein, bien sûr. Hein. La 3ème édition du Paquet Turbo 3 est enfin sortie. Cette fois-ci, Konami a vraiment essayé de faire plaisir aux joueurs de tournoi. Ils feront jamais mieux que le dévastateur du duel. Pour faire plaisir aux joueurs de tournoi, ils feront jamais mieux que le dévastateur du duel. En rééditant des cartes très utilisées dans les decks, c'est pourquoi on peut voir Caius le monarque des ombres dans une version Ultimate, ainsi que le greffeur des ténèbres dans une version ultra rare. Fun fact, j'ai eu entre les mains un Caius topé en tournoi en version Ultimate. J'avais ouvert des paquets Turbo 3 à l'époque, et j'ai eu un Caius en Ultimate. Le seul souci, c'est que ce Caius a pris la pluie. La cote, elle a fait ça, vous savez. Not Stonks. Elle a fait ça, littéralement. Donc, je vous cache pas que je suis très déçu. Je suis très très déçu. Je me demande si je l'ai encore, d'ailleurs, faudra que je regarde. Les joueurs un peu plus riches se réjouiront de la sortie du chat-sauveteur dans une version super rare, ainsi que de l'explosion infernale. Mais Konami a une fois de plus réédité d'anciennes cartes dans une rareté minimale pour satisfaire également les nouveaux joueurs. On pense notamment à Retirius Bel Gladiator, dont j'ai toujours 2 exemplaires en paquet Turbo 3, ou encore Chariot Guard et Bel Gladiator. Ces paquets Turbo sont déjà disponibles dans les tournois officiels, fonce. Donc, pour la liste, il y avait Caius en Ultimate, Greffeur des Ténèbres en Ultra, Trappe Perfide, Chasse-Sauveteur, Explosion Infernale et Téléphone Morphronique en super rare, Android Magique, Éruption des Ténèbres, Retirius Bel Gladiator, Tueur de Trolls Sabre XX et Caméléon Espion Sabre XX en version rare, et en commune, Seigneur de la Suppression, Dragon de Foudre Koakimeru, dont j'ai toujours un exemplaire actuellement, Kiku le Destructeur de Fantômes, Dandy au Diamant Héros de la Destinée, Espionnage, dont j'ai toujours un exemplaire actuellement, Corbeau Délé, pareil, Allergie au pollen et Sélacanthe, le roi des mers millénaires. Ah bah ça vaut le coup de flex si c'est pour plomber une carte, j'avoue. Il y a des drops de fou, Bon, ça va mieux maintenant, mais il y a eu un drop. C'en est fini pour l'actu, et on va donc passer à quelque chose d'un peu plus cohérent, comme... Enfin, au moins, on va pouvoir se... Mais elle est où la page? Non, mais c'est pas tout de suite Révolution des duellistes, si. On en parle tout de suite? Eh ben on en parle tout de suite, on va passer... bah si, c'est Révolution des duellistes en premier, et Arsenal Mystérieux 2, c'est genre le 3ème article là-dessus. Il est laborieux ce live, les enfants, hein, je vous le dis. C'est laborieux. J'ai juste l'effet d'Auroradon pour empêcher le link, mais je peux même pas spé depuis ma main. Un truc sur le terrain adverse, peut-être? Qui t'empêche de spé? Donc, Révolution des duellistes. Les bêtes n'ont jamais eu autant la rage de vaincre. Voilà une extension organisée en véritable zoo où de nouvelles créatures exhibent bec et griffes. Gold 3 et Arsenal 2 étaient annonciateurs du retour des Amazones et de l'arrivée des Naturia. Révolution des duellistes le confirme, avec bien d'autres surprises. Et je viens de comprendre pourquoi je peux pas spé depuis ma main, j'ai pas de guerrier feu là de suite. Toujours un problème d'interface chez ce clavier, hein, toujours. Donc, si tu sais pas pourquoi, pose-toi encore des questions. C'est problème d'ICC. De Pepcac. Voilà. L'appel de la nature. Le gorille narcissique a plusieurs qualités complémentaires. Eh mais c'est moi ça. Oh l'autoclash. Oh l'autoclash.
Le gorille narcissique. Mais c'est moi, ça. C'est un sataniseur qui s'invoque spécialement en envoyant une autre bête de ta main au cimetière. On a dit gorille, pas babouin. Non, puis en plus, les gorilles, ils en ont une petite, alors... Petits gorilles, ils ont des cheveux sur la tête, vous voyez. Donc, c'est un sataniseur qui s'invoque spécialement en envoyant une autre bête de ta main au cimetière. À côté, tu peux ainsi réaliser l'invocation normale d'un autre monstre pour une synchronisation. Je parlais de plusieurs qualités car vient s'ajouter la faculté du babouin de changer de niveau. Annonciateur, enfin, il a pré-shot Tonton Nurgle là. Il l'augmente ou le diminue, pas si narcissique que ça finalement, en fonction du niveau de la bête envoyée au cimetière pour l'invocation du gorille. Tu peux donc ajuster son niveau pour faire appel au synchro de ton choix. Mais j'y pense, mais gorille narcissique dans Melfi en fait. Mash, si tu nous entends, je veux que tu testes gorille narcissique dans Melfi. C'est un accès direct à Lion Naturia. Ou à une synchro 9. Ce qui est fort aussi. Tu peux donc ajuster son niveau. Les fans de Riding Duel reconnaîtront Opossum Taquin, joué par Andoré contre Yusei. Donc André, hein, dans la version traduite. Traduite uniquement en sous-titres, hein, puisque le WRGP n'a jamais été traduit en français. Du moins, si peut-être le début de l'arc, mais ils se sont arrêtés en cours de route. En tout cas, c'est ce que j'avais vu sur YouTube à l'époque où les épisodes de Yu-Gi-Oh! 5D étaient disponibles sur YouTube. Du coup, ce marsupial est parfait pour activer l'effet de babouin vert, le protecteur de la forêt, qui s'invoque lorsqu'une bête est détruite. Opossum Taquin est très peureux et déclenche son autodestruction dès qu'il aperçoit un monstre plus fort sur le terrain adverse. C'est vrai, et il est tout mignon cet opossum en vrai. Malgré sa lâcheté, il reviendra sur le terrain au prochain tour. Taupe géante néospatien a une cousine sur Terre qui se nomme Taupe minière, qui est plus mignonne que Taupe géante néospatien, ce qui n'est pas difficile vu la gueule du bestiau, hein, si vous voyez le visuel de Taupe géante. Celle-ci peut résister à un assaut afin de patienter jusqu'au tour où elle servira pour une synchronisation. Dans ce cas, tu pourras piocher une carte. Taupe minière d'ailleurs qui a été réédité dans les Fantômes du passé, première édition, l'année dernière. Je me demande ce qu'on aura dans Fantômes du passé de cette année. Le chat-sauveteur n'est pas prêt de raccrocher son tablier, je te le fais pas dire. Encore aujourd'hui, on n'a pas fini de le laisser, enfin on le laisse pas tranquille ce pauvre chat. Naturia. La nature reprend définitivement ses droits car la liste des bêtes ne s'arrête pas là. L'univers Naturia, introduit dans Arsenal Mystérieux 2, continue à se développer singulièrement dans cette nouvelle extension. Néanmoins, les végétaux surpassent les animaux dans Révolution des duellistes. Le lion Naturia nous avait bluffé par son effet bloquant le jeu magique adverse. Ce n'était qu'une broutille en comparaison de la pousse de bambou Naturia. Conrad, si tu nous entends, c'est un peu pour toi. Né de manipulation génétique à partir de cellules de Jinzo et d'Horus LV8. Oui, alors ça c'est vraiment pour l'effet, hein, parce que Jinzo qui bloque les pièges et Horus qui décide quand l'adversaire a le droit d'activer une magie ou pas. Bon, voilà. Cette graine sera un cauchemar pour tes adversaires. Ce monstre plante l'empêche d'activer ses cartes magie et pièges. Total contrôle, c'est la fête de la chlorophylle. Pas besoin d'avoir la main verte pour faire germer cette arme paralysante, il te suffit juste de sacrifier un monstre Naturia. C'est l'unique condition pour que l'effet de la pousse soit actif. Oui. Alors, sacrifier un monstre Naturia pour l'invocation sacrifice de pouce de bambou, hein, ne vous méprenez pas, c'est pas je spé la pousse, effet la pousse, je sacrifie et c'est bon. Non, 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 non. Et des monstres Naturia, tu en auras toujours un sur le terrain grâce à Ananas Naturia, une autre plante, et du coup qui ne devrait pas plaire à Eliania cette fois-ci, l'Ananas Naturia. Ce fruit repousse à chaque tour depuis le cimetière comme une sorte de rainette déguisée. Alors on dit grenouille d'arbre aujourd'hui, c'est plus rainette. Il faut ne contrôler aucune magie piège et n'avoir que des monstres naturels dans ton cimetière, donc bêtes ou plantes, même pas des insectes et même pas des rochers. C'est gênant pour les versions actuelles de Naturia qui jouent quand même la falaise et de temps en temps la... J'ai oublié son nom. La mouche à fruits, le papillon, des trucs comme ça. La menthe, la guêpe aussi. Ah mais c'est des insectes ça. Oui, bah du coup pas d'insectes. Il faut des bêtes et des plantes, pour l'invoquer spécialement durant la stand-by phase. A côté, les deux monstres Naturia de l'extension ne sont que de la pâle figuration, le moustique Naturia et les haricots Naturia. Oui, il existe des haricots Naturia, vous le savez maintenant. Inflige des dégâts directs durant la battle phase, rien de transcendant pour le jeu Naturia qui a d'autres ressources comme les magies. En effet, Forêt Naturia plantera définitivement le décor au Naturia,
aux couleurs des Naturia en agissant comme un véritable tuteur. Cette magie continue envoie dans ta main un monstre Naturia de niveau 3 ou moins depuis ton deck à chaque fois que tu annules l'activation d'une carte adverse. C'est fort. C'est très très fort. Alors, je sais pas si c'est à chaque fois, genre à chaque tour, ou si c'est à chaque fois, véritablement à chaque fois, parce que j'ai un doute sur le fait que ça soit un once per turn, mais si c'est pas un once per turn, ça peut vite accumuler des ressources. Et n'oublie pas, il est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour, comme l'ananas, c'est rigolo, la petite touche d'humour de dragon blanc toujours. Hein. Encorné. Alors c'est pas un archétype aquatique, hein, à base de calamar, non non non. Au-delà de la nature, certains animaux sont mythologiques, c'est le cas de la licorne. Attention, dans l'univers de Yugi, on est très loin de sa physionomie telle que nous la décrivent les contes de fées. Diablotin unicorne, par exemple, est un parfait exemple du physique ingrat chez les monstres à cornes. On a fusionné Stitch avec un gremlin et on lui a collé une corne par-dessus. Sacré mélange. Derrière cette erreur de la nature se cache un synthoniseur qui n'aime pas la confrontation. Erreur de la nature carrément, tu sais. Genre, tu n'as pas le droit d'exister. En cas d'attaque, il se cache derrière un compagnon. Ils sont tous les deux retirés du jeu et le diablotin reviendra le tour suivant, prêt à servir pour la synchronisation. Pour l'autre monstre matériel de synchro, nous avons par exemple, nous avons le choix, comme par exemple le Monocéros, qui peut réinvoquer le synthoniseur de type bête ayant servi à la synchro. Si tu ne contrôles que des synthoniseurs, le chevalier unicorne DD peut être invoqué spécialement depuis ta main. Dans ce cas, sa corne ouvre un vortex sur la dimension différente pour appeler sur le terrain un autre synthoniseur retiré du jeu. Pour compléter l'armée à pointe, Rhinotaurus et Hypnocorne terrasseront point de vie et magie piège de l'adversaire. Le premier peut attaquer 2 fois et le second transperce une magie ou piège posée. La hiérarchie est bien claire à ce sujet, plus on a de cornes et plus on est haut gradé. Ou alors plus on s'est fait tromper, hein, ça marche aussi. Ainsi les 3 monstres synchro DREV à cornes sont... DREV pour Duelist Révolution, hein, soyez pas bêtes. Sont à la tête de cette armée. Même au sein de ce trio, il y a un classement. 1 corne, 2 cornes, 3 cornes. Et cela se ressent sur leur force puisque licorne du tonnerre, bicorne vortex et tricorne de la foudre ont respectivement 2200, 2500 et 2800 points d'attaque. Pour les effets, ils suivent également cette hiérarchie puisque le monocorne diminue seulement l'attaque d'un monstre ennemi en empêchant tes autres monstres de passer à l'assaut. Bicorne est plus stratégique en vidant le deck de ton adversaire de 7 cartes, pouvant le conduire à la mort de son deck. Le plus impressionnant des équidés cornus est sans nul doute Tricorne de la Foudre. Lorsqu'il embroche avec succès un ennemi, il émet un hennissement qui permet l'invocation spéciale de Licorne du Tonnerre ou Bicorne Vortex depuis le cimetière. Effectivement. En plus il est doré et tout, c'est classe. Recyclage. On va parler de cette fois-ci de quelque chose d'un peu plus compétitif à l'époque. J'ai nommé la ferraille. Les monstres rouages anciens sont tombés en morceaux et on les a envoyés à la casse. Que les fans de crawler se rassurent, les restes oxydés de ces monstres ont servi à recomposer une nouvelle famille, ferraille. Ne te méprends pas, ces monstres ne sont pas uniquement de type machine. C'est vrai, et d'ailleurs c'est assez étonnant. Toutes les nouvelles familles doivent obligatoirement passer par la case synchro. C'est pourquoi le tas de ferraille indispensable pour débuter cette collection est une bête mythique dont la faculté sera très utile. L'invocation normale de la chimère de ferraille, qui fut un temps coté 20 € lors de la sortie du Raptor de ferraille en TCG, donc dans Liov, dans Lightning Overdrive. Ça vaut pas les rouages anciens quand même. Oh, il y aurait matière à discuter. Donc la chimère de ferraille permet d'appeler simultanément un synthoniseur ferraille depuis le cimetière. Ça tombe bien car 3 monstres de cette nouvelle famille sont justement des synthoniseurs. Le chasseur de ferraille, oui, le gobelin de ferraille et la bête de ferraille. Les deux derniers sont détruits dès qu'ils sont ciblés par une attaque. Petite compensation dans ce cas, un autre tas de ferraille retourne dans ta main depuis la casse, donc le cimetière. Il y a un autre moyen de récupérer en main un syntho ferraille, mais du deck cette fois-ci, la magie cimetière de ferraille qui fonctionne comme un renfort de l'armée. Cimetière de ferraille qui était donc fut un temps extrêmement coté aussi, parce qu'elle permettait d'aller chercher la chimère, qui permettait de respect le raptor. Enfin, d'aller chercher le raptor, qui permettait de se casser pour faire une norme supplémentaire. Effet du raptor dans le cimetière, j'ai le droit d'ajouter un monstre ferraille de mon deck à ma main, non synthoniseur. À moins que ce soit l'inverse sur les effets, j'ai un doute. Et vous alliez chercher la chimère, vous aviez droit à une norme supplémentaire, vous invoquiez la chimère. Effet chimère, je ramène raptor, synchro 8, et puis c'était parti. À l'opposé des deux autres synthoniseurs, le chasseur de ferraille ne se détruit pas lui-même, mais s'attaque à un autre monstre ferraille. Si tu utilises cet effet, tu envoies à la casse un synthoniseur depuis ton deck. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas que chimère de ferraille pour aller le chercher. Une fois par tour, le dernier et non le moins puissant de la famille, le golem de ferraille,
peut également ressusciter un tas de boulons du cimetière de niveau 4 ou moins. Même chose pour la magie Courage Bric-à-Brac, qui offre néanmoins à ton adversaire le choix du monstre que tu vas faire renaître. Tu lui proposes 3 tas de ferraille sans aucune restriction, donc ça peut être 3 fois le même, hein, c'est rigolo, dans ton cimetière, et ton adversaire choisit lequel revient sur le terrain. Le synchro du groupe Dragon de Ferraille peut également invoquer spécialement un monstre ferraille du cimetière, mais uniquement un non-atoniseur. Je suis désolé, j'ai le nez qui me gratte, c'est une horreur. Il existe encore 2 autres magies favorisant la nouvelle famille de fer. Lorsque l'orage de ferraille éclate sur le terrain, un monstre ferraille est foudroyé mais t'offre 2 choses, la pioche d'une carte et l'envoi au cimetière depuis le deck d'un monstre ferraille. Décidément, les magies ne ménagent pas ces nouveaux monstres car le reflet de ferraille détruit elle aussi un tas de ferraille pour s'activer. En échange, tous tes monstres ferraille gagnent provisoirement 1000 points d'attaque. Je veux un... Dans mes recommandations, dans mes recommandations de chaîne, il y a Mélenchon. Pose-toi des questions sur tes opinions politiques. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'invite les viewers rétrospectivement à compter le nombre de fois que j'ai dit ferraille dans ce stream. Le recyclage est un coup de main à notre planète et la synergie parmi les tas de ferraille est un coup de pouce aux duellistes. Finalement, tout le monde est gagnant. Oui, bon. Pas assez à mon goût. Ouais. Ferraille. Ça fait une fois de plus. Mais là, du coup, on va partir loin de la ferraille pour revenir à des créatures de chair, des créatures à forme humaine, et plus précisément, des créatures en forme de femme. C'est extrêmement mal dit, puisqu'on va parler amazonesse. La transition n'est pas hyper fluide, hein, je suis désolé. La 3ème saison de Gold nous avait préparé le terrain pour le retour des monstres amazonesses totalement dépassés depuis longtemps. Eh ben, vous êtes pas tendres, hein, les gars. Et puisqu'on parle de terrain, autant souhaiter la bienvenue aux Amazonesses sur leur territoire de prédilection, le village Amazonesse. Cette magie de terrain galvanise les Amazones, qui gagnent 200 points d'attaque. La solidarité chez ces femmes guerrières permet au village d'invoquer une Amazonesse du deck dès que l'une d'entre elles tombe au combat. Cette situation sera bien plus rare grâce à une autre magie permanente, la combativité amazonesse, qui booste de 1000 l'attaque des Amazones lorsqu'elles s'attaquent à plus fort qu'elles, exactement comme le gratte-ciel des héros élémentaires, hein, finalement. Et si, malgré cela, une guerrière venait à périr à la guerre, la volonté amazonesse permet de la faire revenir sur le terrain plus déterminée que jamais. Cet appel de lettre hantée pour Amazon a le défaut d'obliger le monstre invoqué spécialement à attaquer. Un peu dommage, c'est vrai. Village amazonesse s'active lorsqu'une amazonesse est détruite au combat, et le piège pion de la reine s'active lorsqu'elle détruit un monstre au combat. Le résultat est similaire, une autre amazonesse débarque depuis le deck. Continuons le listing du nouvel arsenal des Amazones avec un excellent équipement, Héritage Amazonesse. Lorsque la magie opère, l'Amazonesse équipée survit à une attaque et parvient à achever le monstre ennemi par effet, même si l'attaque de celui-ci est plus élevée. Le piège Rituel Chamanique Amazonesse, ils ont dit Rituel Samsara Amazonesse, mais il a été traduit en Rituel Chamanique Amazonesse en français, et pour le coup, Rituel Samsara aurait été beaucoup plus... comment dire? Le Samsara, dans la religion, je crois que c'est dans l'hindouisme, il me semble que c'est hindou. Il doit y en avoir une trace dans le bouddhisme aussi. C'est le cycle de... Enfin, c'est l'état de conscience... comment dire? C'est le monde qui répertorie tous les états de conscience de l'humain. Je trouve ça très très méta. J'aime beaucoup. Et c'est dommage qu'on n'ait pas gardé ça. Le piège rituel chamanique amazonesse restera le plus radical parmi les nouvelles magies pièges. Il détruit toutes tes amazonesses pour rappeler depuis le cimetière autant d'amazonesses de niveau 4 ou moins. Il permet de modifier à ta convenance ta première ligne d'attaque et de défense. Et d'ailleurs c'est extrêmement rigolo parce qu'en battle phase, une fois que vous avez attaqué avec toutes vos guerrières, vous activez votre rituel, vous détruisez tout, vous réinvoquez tout, et vous avez droit à des attaques encore. Donc c'est trop fort. Et les Amazones dans tout ça, bah oui, parce qu'on a parlé des magies pièges, on va parler des monstres quand même. 3 nouvelles guerrières surgissent dans cette extension, la chamane, l'apprenti et surtout la reine amazonesse. Reine amazonesse, dépêchez-vous de les vendre, elles valent 3 € en OP06, donc en... j'ai oublié le nom. OTS 6, c'est ça. OTS Pack 6. Donc la reine amazonesse a le pouvoir de rendre invincibles les monstres amazones, comme si les magies pièges ne suffisaient pas. Alors rendre invincible au combat seulement. Hein. Et ça commence à me gonfler, de me gratter le nez, je vous avoue. On dirait que j'ai sniffé de la... Je vais pas le dire. Shaman fait disparaître les magies pièges durant la battle phase, et enfin, Apprenti amazonesse envoie les monstres qu'elle détruit sous le deck, histoire de ne pas nourrir le cimetière adverse, et gagnera en puissance à chaque assaut. Planquez-vous les mecs, les femmes prennent le pouvoir. J'apprécie cette conclusion, c'est rigolo. Mais comment elle s'appelle Apprenti amazonesse à jamais dans mon cœur.
On dirait que t'as sniffé du sucre glace. Ouais, bah, j'ai sniffé du sucre glace, effectivement. C'est pas bon pour le nez. Ne le faites pas. Fusion synchronique. J'entends synchronique. Mon petit cœur se remet à battre. Associer l'invocation fusion et la synchronisation paraissait impensable jusqu'à l'avènement d'un nouveau genre de monstre fusion, faisant appel aux monstres synchro. Dracoéquiste, paladin dragon et démon ultime kinésique, les nouveaux monstres fusion, réclament un monstre synchro comme matériel de fusion, du jamais vu. C'est vrai, c'est du jamais vu. On a dit Dracoéquiste a besoin d'un dragon synchro pour être invoqué, ce qui n'est pas sans conséquence sur son effet. Obtenir les facultés et le nom d'un synchro de type dragon que tu retires du cimetière. Et t'en as forcément un, hein, celui utilisé pour l'invocation de Draco, forcément. Ce monstre fusion t'immunisera de tous les dégâts directs en les renvoyant directement sur les points de vie de ton adversaire. On en avait parlé, je crois, il y a 1 ou 2 numéros, si vous vous souvenez bien. Même topo pour le démon ultime kinésique, cette fois-ci le monstre synchro servant de matériel à la fusion doit être un psychique, d'où le fait de kinésique, hein, bien sûr. Kinésis qui a un rapport avec le mouvement. D'où le fait que par exemple une carte comme... d'où le fait que le kinésithérapeute est celui qui vous aide à mieux bouger, enfin vous remettre en place pour que vous puissiez bouger correctement. C'est un perce défense avec 2900 d'attaque qui, cerise sur le gâteau, t'octroie des points de vie en fonction de l'attaque du monstre qu'il a détruit au combat. Comme Arc Démon du monde mental finalement. Petit détail qui a son importance, ces deux colosses ne peuvent être invoqués que par fusion. Pas de panique, on a déjà la solution pour ne pas épuiser tes ressources, ce miracle se nomme très justement Fusion Miracle Synchro, donc Fusion Synchro Miracle en français. Une magie. Elle permet l'invocation des monstres fusion listant un monstre synchro comme matériel en retirant du cimetière et ou du terrain les monstres matériels de fusion. Tu peux ainsi retirer du jeu ton dragon de ferraille et ton guerrier au trident depuis ton cimetière pour appeler Dracoéquiste. Une puissance colossale en une seule magie pouvant être tutorisée par fusionniste synchro, effectivement. Fusionniste synchro qui dit que s'il est synchronisé, vous pouvez aller chercher une magie normale fusion dans votre deck. Par contre, désolé, mais je vais devoir y aller, je ne tiens plus. Bonne nuit. Eh bien, écoute, repose-toi bien, Xev, je suis content que tu sois passé. Repose-toi bien, je te dis pas à demain parce que du coup, bah, je suis en formation. Hein. Je ne serai pas très loin d'Antares, mais je n'y serai pas. C'est extrêmement dommage. Mais du coup, bah, je te dis la bonne soirée, la bonne nuit. Finis bien, bois de l'eau. Tchuss. Les nouvelles cartes introduites par DREV ouvrent de nouvelles voies de jeu. Les dompteurs de lions et les jardiniers seront peut-être les duellistes de demain. La révolution est en marche. Oui. Je passerai sûrement un coup à Antares demain. Ah, bah, moi j'y serai pas, mais tu peux passer si tu veux. De fait, épisode 3, la revanche des dorés. En espérant qu'il n'y ait pas le guignol des enfers. Les enfers. Fameux. Épisode 3, la revanche des dorés. Vous avez la ref, hein. Je pense que vous avez la ref. Vous êtes des gens cultivés. C'est reparti, les enchères sur les cartes dorées sont à nouveau lancées, la fièvre de l'or a déjà touché une grande partie des joueurs et des collectionneurs. Source de ce mal, bref, tchuss. Source de ce mal, réédition incroyable, gold incontournable et plusieurs nouveautés. De l'or en barre. Allons droit au but et parlons des points forts de cette troisième collection. L'occasion rêvée d'accéder aux cartes les plus rares est enfin arrivée. Après le dragon armé des ténèbres dans la saison 2, il est logique de retrouver son rival lumineux, le dragon du jugement, qui enfile sa parure d'or après avoir été édité en Ultimate il y a peu de temps. Cela ne change rien à son effet dévastateur, tout détruire sur le terrain. Le metagame a récemment souri au jeu Infernité qui a fait exploser la cote de certaines cartes comme Arc Démon Infernité, offert uniquement dans un jeu vidéo, donc 5Days World Championship Stardust Accelerator World Championship 2009. Cette carte introuvable ou trop chère est désormais à portée de main puisqu'elle est rééditée en gold avec ses deux autres camarades, le nain et le gardien Infernité. Ces derniers resteront des communes, à croire que la rareté s'adapte à l'utilité. Te voilà donc paré à jouer la Handless Combo, avec ce monstre Arc Démon Infernité qui t'offre la possibilité d'aller chercher d'autres cartes Infernité. Autre monstre assez peu courant, Prisme, héros élémentaire, joué dans Bad Gladiator. C'est la première fois qu'il met les pieds sur notre continent, puisqu'il n'existait jusqu'à présent qu'en anglais. C'est en tant que promotion du Duelist Pack Collection Tin. Voilà. Il est très utile dans un jeu faisant appel au monstre de fusion, puisqu'il peut prendre le nom de n'importe quel matériel de fusion. Il avait fait ses preuves dans le jeu Bad Gladiator. Et d'ailleurs, vous pouvez le jouer dans Albaz. Vous pouvez le jouer dans le deck Albaz, Prisme. Puisque vous envoyez Albaz au cimetière et du coup il prend le nom d'Albaz. Continuons avec la série Made in USA avec le célèbre Thunder King Ryo, donc Ryo le roi du tonnerre dans la langue de Jeff Tuch,
également une promo outre-Atlantique, mais lui aussi, pour notre plus grand bonheur, a été réédité en gold et traduit en français, Raiho, le roi du tonnerre. D'ailleurs, petite question comme ça, rapide, savez-vous d'où vient Raiho? Parce que oui, il est apparu dans Yu-Gi-Oh! On va dire, dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Mais est-ce que vous savez précisément d'où il vient? Je suis presque sûr que non, à moins qu'il y en ait qui est la ref. Pas de réponse de votre part, j'en déduis que vous ne savez pas. Et donc, j'ai presque envie de vous dire, si vous n'avez pas lu le manga GX, c'est bien normal. Et donc, filez le lire, puisqu'il s'agit d'un monstre que joue Jaden dans le manga, dans son duel contre Seika Koinata. Il vient du manga GX. Vous saurez. C'est la version monstre d'Oppression Royale avec son effet d'annuler une invocation spéciale. De plus, il empêche les joueurs de récupérer des cartes du deck par des effets comme âme sombre, sabre XX ou tourbillon noir. Ce qui fait que, carte très appréciée des decks anti-méta, hein, Raiho, parce que incroyablement enquiquinant, et avec un effet Colossus, Colosse, Dragon du Tonnerre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personnellement j'adore. Double sens. Le paradoxe des Gold est de transformer les cartes les plus rares en simples communes, pour le bonheur des plus jeunes, et de transformer les communes brillantes, les communes les plus utiles en cartes brillantes. Bien qu'un peu tard, car leur gloire est passée, Malveillant, Héros de la Destinée et Pioche de la Destinée sont édités en communes dans cette édition. Inversement, Destruction Terrestre et Bouclier Humain, deux magies communes souvent utilisées, ont pris un bon coup de brillantine. Dans cette histoire, les elfes font la part belle, car les secrets rares Freya, Esprit de la Victoire et Invocateur de Nova sont maintenant des communes faciles à avoir. De son côté, le très utile Alchimiste Dimensionnel se voit décoré du grade Gold. Ailes Noires. Les tristement connus Ailes Noires font partie des thèmes proposés par l'extension. Jeu fréquent en tournoi, une multitude de ces oiseaux obscurs volent autour des Gold. Kalu, Shura, Sirocco, Bora, Blizzard. Bonne nouvelle pour les fans du genre puisque Mistral le tourbillon ainsi que les deux synchros Maître des armures et Arsenal aérien sont également réédités en gold. Comme quoi, même les ténèbres peuvent briller. Mieux encore, le piège indispensable à ces bêtes ailées, l'attaque d'Icar, appartient à la liste des cartes gold. Amazones. Beaucoup ont été étonnés de découvrir les Amazones parmi le thème de l'extension, surtout que les cartes Amazones n'ont pas vraiment de synergie comme les ailes noires ou les infernités. La réédition de cartes Amazones n'est pourtant pas un hasard, puisqu'elle annonce leur grand retour dans la dernière extension. Nouveauté. 7 nouveaux monstres, des cartes communes se divisent entre les thèmes vert, vallée de brume et glace. Les verts se cantonnent au jeu flip et défensif, c'est le style de jeu de vert dans sa plus pure tradition. Dans la brume, le Condor et le Maître du Vent jouent les cartes de l'invocation spéciale et de la défausse. Chenille paralysante jette un froid sur le terrain en bloquant une zone monstre et Rize, Maîtresse de la Glace, n'a pas froid aux yeux lors des assauts puisqu'elle est invulnérable au combat face aux monstres de 4 étoiles ou plus. Entre réédition et nouveauté, le choix au sein de la collection Gold est conséquent. On va parler, chers amis, maintenant, d'une édition un peu d'actualité finalement. À nouveau d'actualité, oserais-je dire, puisque on va parler d'Arsenal Mystérieux 2. Alors, le chapitre 1 d'Arsenal Mystérieux est ressorti récemment. Vous savez donc qu'il a introduit des thèmes. Il a introduit les vallées de brume, il a introduit les alliés de la justice, il a introduit les barrières de glace, il a introduit les Naturia, évidemment. Voilà, il y a pas mal de thèmes qui ont été introduits. Et là, on va parler de certains d'entre eux, et même de nouveaux, puisque les Genex, apparus dans les ténèbres scintillantes, plantent leur drapeau cette fois-ci, avec un peu plus de monstres. Sortie le 15 juillet, la seconde saison d'Arsenal apporte, comme pour la première, une tripotée de monstres en tout genre venant renforcer les jeux existants. Les nouveaux monstres Naturia et mythologiques se mélangent aux familles déjà connues telles que les Genex ou les alliés de la justice. Une fois de plus, les synchros sont à l'honneur. C'est tant mieux, vous me connaissez. Définition, la première vague avait conquis tous les duellistes avec l'arrivée de Brionac, Larve de Brume et Calidor. La seconde déferlante fera autant d'heureux, chez les joueurs comme chez les collectionneurs, avec le double de cartes, soit 60 dont 20 secrets rares. Il n'y avait que 30 cartes d'Arsenal Mystérieux 1, ça explique qu'on tire toujours les mêmes cartes finalement.
A l'instar de la saison précédente, un paquet ne comporte que des cartes monstres brillantes puisque l'extension est composée uniquement de super et de secrètes. Un paquet égale une secrète plus 4 super. Ni magie ni piège. C'est maintenant que je m'en rends compte, mais c'est vrai. L'existence d'une telle série permet de compléter ou de faire évoluer certains decks en apportant de nouvelles créatures indispensables. Parlons d'abord des Genex. Introduite par la précédente extension, les Ténèbres Scintillantes, qui nous avait laissé sur notre faim, la confrérie Genex gagne en nombre avec 12 nouveaux membres. Quand même, hein, c'est beaucoup. C'est un cinquième de l'extension. 20% de l'extension est consacré aux monstres Genex. Hein. Multipliant ainsi le volume de cette nouvelle armée. Le voile se lève doucement sur le mystère qui entoure les Genex. Il semblerait que le moteur de leur stratégie soit le contrôleur Genex, monstre normal, le Wally de service, parce qu'effectivement, il a bien une tête qui lui fait ressembler un peu à... Il permet à Fournaise Genex d'être invoqué sans sacrifice, à Docteur Genex de détruire une carte, et préserve Gaia Genex de la destruction. Gaia Genex. Gaia m'intéresse pas. Gaia Genex. Je me fais rire tout seul. Bon. Si la présence d'un contrôleur Genex s'avère indispensable, Machine de secours Genex peut traiter le nom de n'importe quel Genex comme contrôleur Genex. Dans un style proche, Recycleur Genex peut emprunter le nom de l'un de ses amis Genex dans le cimetière, comme par exemple le contrôleur. Hein. Recycleur étant lui-même un synthoniseur, tu peux te retrouver avec 6 contrôleurs Genex dans le même deck. Ça va, parce que toutes les synchros réclament le contrôleur comme matériel, donc... Enfin, toutes les synchros Genex purs, parce que les Genex R, qui vont arriver plus tard, ne le réclament pas forcément. Bon, arrêtons la plaisanterie et passons à la vitesse supérieure. La famille Genex ne peut pas se contenter d'un simple monstre normal. D'autres Genex bien plus puissants en sont la preuve, en particulier les 3 synchros disponibles dans HA2, donc Arsenal Mystérieux 2. La station spatio-thermale Genex diminuera les points de vie de ton adversaire et Ultron éolien Genex te débarrassera de CMP face cachée. Petite précision, les 3 synchros Genex nécessitent une fois de plus le fameux contrôleur Genex pour être invoqué. Chez les monstres à effet standard, Armée Genex endosse le rôle de monarque en détruisant n'importe quelle carte lorsqu'il est invoqué par le sacrifice d'un Genex. Dommage qu'il ne soit pas ténèbres car tu ne pourras pas aller le chercher dans ton deck avec l'effet de ventilateur d'énergie Genex. Loin de rivaliser pour le moment avec les sabres X ou les ailes noires, les Genex commencent à montrer à peine le bout de leur nez. Encore un peu de patience pour connaître leur véritable potentiel. On va parler... Avec tous ces trucs un petit peu machine, enfin... pas forcément très... comment dire, pas forcément très naturel. On va rentrer dans un thème un petit peu plus... centré Europe, écologie et verts, puisqu'on va parler de nature et de naturia. Amis de la nature et de la faune, bonjour, et surtout bienvenue à une nouvelle famille très attendue, les monstres naturia. Enfin, quand je dis très attendu, je parle d'un monstre synchro en particulier, évidemment, vous savez tous de qui je parle, hein. Qui s'est fait désirer jusqu'à aujourd'hui, le lion naturia. Nos amis japonais ont la chance de le jouer depuis pas mal de temps déjà, et l'heure est venue pour lui de conquérir notre continent. Son effet et son petit niveau, 5 étoiles, le feront entrer rapidement dans ton deck synchro. Ami de la nature, avec le pollen de mer de la... Ouais, on est d'accord, hein, le pollen c'est... Ouais. Non, c'est une tuerie le pollen, je déteste ça. Nique le pollen. Donc se faire rentrer dans ton deck synchro rapidement selon le thème de ton deck principal. Il possède en effet une restriction d'invocation. Les monstres matériels de synchro doivent tous être terre. Oui, ce qui fait que du coup dans Karakuri ça passe très bien. Une fois en place, la bête féroce annulera toutes les magies de ton choix en envoyant au cimetière 2 cartes de ton deck. Tu peux ainsi contrôler le jeu adverse tout en nourrissant ton cimetière de tes précieux monstres. Ce lion est le roi d'une jungle miniature puisque tous les autres Naturia sont pour le moins... rikiki. Margoulette la fourmi, Petit Croc l'araignée, Épinette la rose et Pâquerette le scarabée sont des exemples. Sachant que Petit Croc l'araignée a quand même 2100 de patates pour un niveau 4. Hein. Mais elle a un effet qui l'empêche d'attaquer, sauf si vous avez, je crois, annulé un truc ou quelque chose comme ça. Au sein de cet univers d'insectes et de plantes, la Margoulette la fourmi peut apporter un autre monstre Naturia du deck à chaque fois que l'adversaire invoque un monstre spécialement. Sachant que 4 Naturia viennent allonger la liste des monstres ci-dessus, disponibles dans HA2, il faut se méfier des créatures minuscules. Elles peuvent cacher un immense potentiel. Liane Naturia, niveau 1, peut activer une carte magie ou piège. C'est absolument faux, elle peut annuler l'activation d'une carte magie piège en se sacrifiant elle-même et un autre monstre Naturia. Et en plus, je crois que c'est que d'une carte magie. Hein. Je vais vérifier tout de suite, vous savez quoi.
Oh là là, c'est dur d'être sollicité de partout, si vous savez. Alors, du coup, on a dit... Liane. Liane Naturia. Magie piège. Bon, autant pour moi. Ils disent pas que des bêtises chez Dragon Blanc, finalement. Vous voyez. Où en étais-je? Les plantes et bêtes enragées d'HA2 n'ont pas fini de faire parler d'elles. HA2 pour Hidden Arsenal 2, hein, bien sûr. Hein, Arsenal mystérieux. Ce n'est qu'une introduction. Le développement viendra avec la nouvelle extension Révolution des duellistes, dont on a déjà parlé. Archéologie. Alors, autant j'aime beaucoup les monstres Naturia, autant le thème dont on va parler actuellement, enfin présentement, là, tout de suite, est mon thème préféré de l'édition. Je parle, ici, des monstres préhistoriques. Donc une famille de dinosaures d'attribut feu, dont le nerf de la guerre, c'est l'invocation synchro, hein, évidemment, vous le savez. Leur seul synchro pour l'époque était le Giganoto préhistorique, et j'adore ce deck. C'est lent. Pour l'époque, déjà, c'était lent. Mais, enfin, c'est lent, effectivement. Mais c'est intéressant à jouer. J'aime beaucoup. Des fouilles dans les strates de notre planète ont permis de ramener à la vie des monstres oubliés du temps. Loin de Jurassic Park, les monstres préhistoriques offrent un nouveau souffle au jeu dinosaure encore très peu développé. Vélo préhistorique, rien à voir avec une bicyclette, hein, c'est Vélociraptor. Ne disparaît jamais sans laisser de traces. Lorsqu'il est envoyé au cimetière des dinosaures après un combat, un nouveau monstre préhistorique est invoqué depuis le deck. Monoloth préhistorique peut donc arriver sur le terrain de cette manière. Sa faculté d'attaquer tous les monstres ennemis nous ferait presque oublier sa faculté de synthoniseur. Sa qualité de synthoniseur, effectivement. Mais avec 1005 d'attaque, il ira pas bien loin, hein, je vous le dis. Hein. 1500 d'attaque, le Monoloth. Le tyrannosaure a toujours été le dinosaure le plus effrayant, c'est également le cas dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Tyrannus préhistorique. Et alors, je peux pas m'empêcher de rire sur son nom, parce que c'est celui qui t'attrape les fesses et qui te les... Enfin, voilà, c'est le Tyrannus préhistorique. Augmente sa puissance d'attaque en avalant d'autres dinosaures ou les créatures ennemies. Ça commence à devenir très enquiquinant dans ce nez, je vous jure. J'ai envie de me le faire enlever des fois. Tant mieux s'il envoie au cimetière tes propres dinosaures, car tous tes monstres préhistoriques gagneront 200 points d'attaque pour chaque monstre préhistorique dans le cimetière grâce à l'effet du synchro Giganoto préhistorique, le synchro de la bande, évidemment. Démon mythologique. Après un petit tour dans les entrailles de la Terre et du temps, finalement, on va parler de choses un peu plus... Comment dire? Quel est le nom que je pourrais leur donner? Hors du monde. Voilà. Hors du monde, hors de la réalité. L'attribut lumière et le type démon font rarement bon ménage, c'est pourquoi on ne les croise que très rarement sur les cartes monstres. Pourtant, les créatures mythologiques vont déroger à cette règle. Kushano, Luri, Galabas, Grimro sont tous des démons lumineux. Luri s'invoque spécialement lorsqu'il est défaussé, de la même manière que Gold ou Sylva du monde ténébreux, et lorsqu'on parle de défausse, on pense tout de suite au 5ème mythologique, le synchro Valkyrus mythologique. En défaussant un démon, tu as le droit de piocher une carte. Excellent accélérateur de deck et de pioche. Ainsi, tous les effets de mythologique fonctionnent sur le principe de la défausse. Le mélange lumière-ténèbres ne sera plus un problème car il suffira dorénavant d'associer les mythologiques à tous les autres démons. Ouais, aux démons du monde ténébreux, c'est quand même plus intéressant, vous me le concéderez. Allié de la justice. Kalidor fut le premier et le plus connu serviteur d'une justice un peu déséquilibrée. En effet, les alliés de la justice sont chauvins et ne servent que le monde des ténèbres. C'est vrai que tous les alliés de la justice sont ténèbres. Alors par contre... Oh, je vous assure, je suis désolé, c'est vraiment pas agréable à regarder, mais vraiment, j'ai le nez qui me démange, si vous saviez. Les pires ennemis de cette justice bancale sont donc les monstres lumière, cible privilégiée des alliés de la justice. La juridiction du côté obscur de la force va être renforcée par le débarquement de 8 alliés. Tu es chauve, hein? Ouais, c'est ça. Justice américaine, totalement. Donc 8 alliés, les créatures lumineuses ne vont pas être les seuls à en prendre pour leur grade. Il n'est pas bon de jouer défensif car les nouveaux alliés détruisent, prennent le contrôle ou percent la défense des monstres posés. Petite pensée en particulier aux vers. Les pauvres vers qui n'ont rien demandé à personne, qui font leur petit truc de leur côté et qui vont se faire polir les fesses par les alliés de la justice.
Et face au monstre lumière, Annihilateur, allié de la justice, annulera leurs effets durant la bataille, et Porte cosmique de niveau 8 pourra être invoqué spécialement depuis ta main. Et comme pour les autres familles, le synchro est le plus gros, le plus beau et le moins rigolo pour ton adversaire. Vous faites les blagues que vous voulez, moi en tout cas j'ai les miennes. Il s'appelle Maréchal de guerre, allié de la justice, et il te permet de piocher une carte lorsqu'il détruit au combat un monstre face verso. Ses 2900 points d'attaque devront l'aider dans cette mission. Face à une telle injustice, la défense est inutile. Monstres et compagnie. Aux familles précitées s'ajoute celle des vers, avec 4 nouveaux asticots. Avec ceux édités dans les Gold 3, il y a de quoi partir à la pêche. C'est rigolo. Pas de chance car la météo prévoit du brouillard et du verglas. En effet, les monstres de la barrière de glace et de la vallée de brume sont également de la partie dans Arsenal 2. 9 thèmes au total sont abordés dans cette extension qui se détache des extensions normales. Ceux qui l'éviteront passeront à côté d'une belle occasion d'enrichir leur collection ou d'améliorer leur jeu. Le choix d'ignorer se fera d'autant plus ressentir que certaines familles de cartes seront développées dans les prochaines extensions. Ouais. Et du coup, ouais, c'est un peu dommage de passer sous silence les... Ah mais oui. Ah mais oui. Ah mais oui. On va parler Tinbox et on va parler de... Excusez-moi, je bois un coup. On va parler Tinbox et on va parler de effectivement, c'était bien Dragon Nova Rouge et Dragon Étoile Filante. Je vous raconte pas comme ça fait du bien de boire un coup. Buvez de l'eau, hein. Franchement, je vous le dis jamais assez, mais buvez de l'eau. Donc, Tinbox 2010, vague 1 et 2. Elles étaient incroyables. Et vous allez comprendre pourquoi. Les Tinbox 2010 ont fait couler beaucoup d'encre. La raison se situe, oui, au niveau des cartes promotionnelles. Alors je suis désolé si j'ai un peu de mal à le lire, parce qu'en fait ils ont trouvé judicieux d'incruster une image de Dragon Rouge Arc Démon par-dessus le texte. Donc on est un peu obligé de deviner les mots. Les cartes promotionnelles peu crédibles lors de leur annonce, accompagnant de nouvelles cartes puissantes. Dur de choisir entre les différentes boîtes métalliques, contenant à la fois des rééditions de cartes très rares et les dernières extensions qui ont déjà fait leurs preuves. Et vous allez comprendre pourquoi on était dans l'âge d'or des Tinbox de Konami. On avait déjà été averti d'un excellent cru cette année concernant les Tins, mais l'annonce de certaines cartes promotionnelles a défrayé la chronique. 5 boîtes débarquent à quelques mois d'écart pour le plus grand bonheur des collectionneurs et des duellistes en herbe. Les 3 premières boîtes sont disponibles depuis le mois d'août, et elles étaient très attendues à cause de cartes promo qu'elles renferment, rééditées pour l'occasion. Chacune d'elles contient 5 boosters, une secrète rare et 4 super rares. Chaque boîte est à l'effigie de la secrète rare. Les boosters se divisent sur 3 extensions de la manière suivante: 1 pouvoir de la poussière d'étoile, 2 puissance absolue et 2 ténèbres scintillantes. Rien que les 5 boosters et la boîte peuvent justifier l'acquisition des boîtes, mais les cartes promotionnelles représentent une réelle motivation à elles seules. Les 3 secrètes donc bien sûr sont Dracoéquiste Paladin Dragon, Dragon Rouge Majestueux et Dragon Aile Sombre, donc Révolution des Duellistes, Puissance Absolue et les Ténèbres Scintillantes respectivement. Par contre, Dracoéquiste est une nouveauté. Enfin, les deux monstres synchros sont connus, ce sont respectivement les cartes Ghost des éditions ABPF, donc Puissance Absolue, et TSHD, donc les Ténèbres Scintillantes. Par contre, Dracoéquiste est une nouveauté. La Ghost est l'effigie de la nouvelle extension, la Révolution des Duellistes, est un monstre fusion aux multiples facultés. Il peut prendre le nom et les effets d'un dragon synchro dans le cimetière, et renvoie également à l'adversaire tous les dommages causés par les effets de cartes que le contrôleur de Dracoéquiste aurait dû recevoir. Avec Dracoéquiste, donc, tu auras Arc-Démon de Guilfer, Chevalier Draconique, donc c'est Dragon Chevalier, je crois, hein, il me semble, et Démon de l'Enfer Dédrout. Probablement le plus classe des 3 démons de l'enfer. Encore que Eraser se défend. Le Dragon Rouge Majestueux est accompagné d'Herman, héros élémentaire, Vandalgion, le Seigneur Dragon Sombre, et Cyberdragon Forteresse. Alors c'est pas du tout Cyberdragon Forteresse, c'est Technochimère, le Dragon Forteresse. La 3ème boîte contient Eraser, le démon de l'enfer. Ah bah non, attends, Cyberdragon Forteresse. Ça existe pas ça, Cyberdragon Forteresse. Parce que là, il contient Shimratech Forteresse Dragon, le Dragon Rouge Majestueux, donc je comprends pas. Et Shimratech Dragon Forteresse. À l'exception d'Herman et du coup Technochimère, hein, le Dragon Forteresse.
À l'exception d'Herman et de Guilfer qui ont déjà été réédités en français, les super rares sont des cartes que l'on ne trouvait que dans une seule et unique extension, les cartes promotionnelles Jump, offertes dans le magazine du même nom. Seuls les Américains ont pu accéder à ces petits bijoux introuvables ailleurs, hors site d'échange ou de vente aux enchères. Herman, bah oui, Herman. J'y ai pensé aussi, enfin, chaque fois que je dis son nom, j'y pense, alors c'est bon. Les pendules sont remises à l'heure car les petits français peuvent tâter à leur tour ces monstres d'un autre genre. Grosse surprise, en comptant les cartes que je viens de citer, tu as remarqué que j'en ai oublié. J'étais en train de me poser la question, justement. C'est volontaire car j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dragon armé des ténèbres dans la team Draco, Aile Noire, Vaillou l'étendard de la justice dans la team Aile Sombre et le pendulier de combat dans la team Dragon Rouge. Ce qui est plutôt d'ailleurs un peu RP hein, finalement, parce que Vaillou dans la team Aile Sombre, c'est un Aile Noire, enfin... C'est... Il représente dans l'animé l'archétype Aile Noire, donc voilà. Et pendulier de combat dans la team Dragon Rouge parce que Jack Atlas joue le pendulier de combat, notamment dans son duel contre Carly Carmine en tant que pactisan des ténèbres. Font également partie des cartes promotionnelles. C'est une sacrée nouvelle car c'est de l'or en carton qui vient d'être réédité dans les Teen Box. Jusque-là, il s'agissait de cartes très difficiles à trouver à l'échange. Leurs cotes et leurs effets ne facilitaient pas l'achat non plus. Elles sont désormais à la portée de tous. Mais passons à la vague 2. Les bonnes nouvelles vont continuer de déferler jusqu'en novembre 2010, date de sortie de la seconde vague. Quand on parlait de seconde vague à l'époque, on ne parlait pas d'une maladie qui fait des morts et qui enquiquine tout le monde avec des restrictions sanitaires. On parlait de vague de Teen Box. Les deux boîtes contiennent toujours 5 boosters, un pouvoir de la poussière d'étoile, un puissance absolue, 2 les ténèbres scintillantes et 2 DREV, donc Révolution des duelistes, c'est la nouvelle extension. Donc il y a un booster de plus, alors je comprends pas. Ils ont mal compté leur truc. La nouvelle extension. Par contre, on ne connaît à cet instant qu'une seule super par Teen Box, Océan Héros Élémentaire. Océan qui avait pas été édité dans le Premium Pack 02, qui avait vu émerger, ni dans le Premium Pack 01 d'ailleurs, qui avait vu émerger les monstres héros de Jaden dans le manga GX. Qui restait une exclue des Américains. Et Exodius, l'ultime seigneur interdit, qui est donc une version plus rigolote encore que d'Exodia. 2 anciennes Jump également. Océan, comme Herman, avait été réédité pour les Champion Pack, donc paquet du champion. Les ultimes dragons. Alors les ultimes dragons, pour l'époque. Les 2 secrets rares, c'est Dragon Étoile Filante et Scarlet Nova Dragon, donc Dragon Nova Rouge. Il s'agit de l'évolution extrême des monstres synchro fétiches de Yusei Fudo et Jack Atlas. Celui de Yusei fera d'ailleurs appel à un nouveau genre de monstre, les synchro-syntoniseurs, qui permettent de réaliser, tout du moins dans l'animé, une axelle synchro. Ça se fait aussi dans le jeu réel, hein, sauf que ça s'appelle pas une axelle synchro, c'est juste une invocation synchro, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais c'est la même méthode. L'avenir des monstres synchro semble apporter son lot de surprises. Les Teen Box sont donc marqués par des rééditions assez exceptionnelles, la volonté de mettre à la portée de tous les cartes les plus rares apporte un certain équilibre au sein des joueurs, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais maintenant, on pose son cerveau à côté de sa chaise, puisque de toute façon les créatures dont on va parler n'en avaient qu'un petit, hein. On pose son cerveau à côté de sa chaise et on se met en mode joueur dino puisque on va parler de dinosaures. Oui, c'était un taquet gratuit pour les joueurs dino, j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes sur le chat, manifestez-vous, je me ferai un plaisir de vous juger avec la condescendance adéquate. L'extinction massive des espèces préhistoriques n'a pas suffi à faire disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Certes, ils sont peu nombreux et peu joués, mais ils tiennent le haut du podium des types de Yu-Gi-Oh! Sur au moins un point, la puissance brute. Encore que les machines se défendent. Bienvenue à Jurassic Park. Moins d'une quarantaine. C'est à ce jour le total de dinosaures différents disponibles dans Yu-Gi-Oh! On est en septembre-octobre 2010 et il y a moins d'une quarantaine de dinosaures dans Yu-Gi-Oh! Ce panel restreint est à la fois un avantage et un inconvénient. Le choix des monstres est moins difficile, mais cela manque cruellement de variété, on est d'accord. Pourtant, il serait malheureux de ne pas se pencher sur les qualités de ce type de monstre. Sur la totalité des monstres dinosaures, 2 tiers possèdent des effets, et si tous ne sont pas forcément ultimes, ils comptent également sur un ensemble de magie pièges qui leur apportent un certain intérêt supplémentaire.
Gros muscles et petit cerveau. Le dinosaure moyen possède généralement une bonne attaque et une défense peu élevée, ce qui indique clairement qu'il s'agit d'un type basé sur l'offensive. C'est vrai que généralement, les types de cartes, je parle de guerriers, machines, bêtes ailées, tout ça, sont assez polyvalents. Alors que chez les dinosaures, on est quand même relativement sur quelque chose d'assez unilatéral, c'est-à-dire des monstres avec une grosse attaque et une défense peu élevée. Je passe volontiers sous silence des cartes dont c'est l'attrait principal hein, dans les dinosaures. Je pense à Stégosaure noir ou à œuf jurassique miraculeux. Mais voilà, pour l'immense majorité, ce sont des monstres qui ont une grosse attaque et une petite défense. Sabrezor est un bon exemple, niveau 4, 1900 points d'attaque et 500 de défense, et aucun effet, en somme un bon tapeur sans cervelle. C'est du côté des monstres de niveau 5 ou plus qu'on trouve quelques-uns des meilleurs représentants de l'espèce. Givrosaur, bien que dénué d'intérêt, est le monstre doté de la meilleure attaque parmi les monstres de niveau 6 à invocation normale. De même, Tyranno Superconducteur fait partie des rares monstres de niveau 8 dont le niveau d'attaque dépasse la barre symbolique des 3000 points. C'est vrai, 3300 le Tyranno Superconducteur. Citons encore Brachios, la bête lézard et ses 3000 points de défense, un score honorable pour un niveau 8, ou encore Tyranno Ultime, une terreur capable d'écraser tous les monstres adverses un par un en un seul tour, avec ses 3000 points d'attaque. Oui, puisque Tyranno Ultime, assez fier quand même, hein, le copain Tyranno, qui dit « J'attaque en premier ». Durant une battle phase, les autres monstres, tant que j'ai pas attaqué, les autres monstres ne peuvent pas déclarer l'attaque, et je dois attaquer une fois chaque monstre contrôlé par l'adversaire. Les règles étant faites pour être transgressées selon le vieil adage, on trouve parmi les dinosaures un ensemble de monstres statistiques plutôt moyennes, mais avec des effets intéressants. Tyranno Infinité figure en bonne place pour son potentiel de frappe. Son effet lui octroie 1000 points d'attaque pour chaque dinosaure retiré de la partie, y compris ceux de l'adversaire. Tyranno Infinité se joue principalement en tant que finisseur dans un deck faisant appel à de nombreux dinosaures et comprenant des effets qui retirent les monstres de la partie, tels que Macrocosmos, Triceratops des Ténèbres, tels que Macrocosmos, pardon, excusez-moi, il y a un point, c'est pas une virgule. Triceratops des Ténèbres et Bête Folle à l'épée ne sont certes pas des machines de guerre, mais leur capacité perce-défense oblige l'adversaire qui les affronte à rester très prudent lorsqu'il se tient sur la défensive. Hyper Tête de Marteau possède un effet très pratique pour se débarrasser des monstres les plus forts de l'adversaire. S'il ne détruit pas le monstre contre lequel il combat, il le renvoie dans la main de son propriétaire. D'ailleurs, notez que c'est un effet qui ne cible pas, donc bien pratique pour se débarrasser par exemple d'une saloperie comme Dragoon, ou d'un DPE qui aurait été un petit peu trop greedy en Battle Phase et qui ne se serait pas détruit par son propre effet. Cet effet fonctionne même si Hyper Tête de Marteau est détruit suite au combat. Quant à Hydroguédon, sa faculté à se multiplier sur le terrain en quelques instants en fait un des meilleurs dinosaures qui soit, utilisable dans une large variété de decks. C'est vrai, il y avait des versions de Dino Rabbit qui jouaient Hydroguédon, avec le Gaiba préhistorique aussi, puisqu'il a globalement le même effet. Donc, ouais, il y avait des versions qui étaient jouées avec Hydroguédon. Donc Hydroguédon qui a vu quelques plays compétitifs quand même. Arsenal paléontologique. Le second set d'Arsenal mystérieux est disponible depuis fin juillet et offre aux jeux européens des cartes exclusives venues tout droit de Duel Terminal. Un petit groupe de dinosaures en fait partie. Si tu as lu le dossier sur les monstres pyro et feu du numéro précédent, tu sais déjà de quoi je parle. Et si tu as lu l'article avant aussi, tu sais déjà de quoi je parle. Les Juracs, rebaptisés préhistoriques pour l'édition française, sont tous d'attributs feu. Passons sur leur curieuse apparence qui leur donne l'air d'être passés sous un pot de peinture pour nous concentrer sur leurs effets. J'ai pré-shot la blague. Alors, j'ai pré-shot la blague parce que je me souviens de ce truc, hein, finalement, mais j'ai pré-shot la blague sur le vélo préhistorique puisqu'ils disent vélo préhistorique qui n'a rien à voir avec une bicyclette, c'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, est le dragon masqué de l'archétype. Une différence notable, ils ont oublié une majuscule, une différence notable, la limite d'attaque maximum est de 1700 au lieu du 1500 habituel. La raison est que le nombre important de Jurac, donc de préhistorique, dont l'attaque atteint ce total, bien que la plupart ne soient pas encore disponibles chez nous. Monolophe préhistorique est le synthoniseur du groupe, est de niveau 3, et est capable d'attaquer tous les monstres comme Tyranno Ultime. Et qui dit synthoniseur dit synchro, évidemment. Ici, c'est Giganoto préhistorique qui s'y colle. Tant qu'il est en jeu face visible, tous les Juracs, donc tous les préhistoriques, voient leur attaque augmenter de 200 points par dinosaure présent dans ton cimetière. C'est l'une des forces des préhistoriques qui aiment les effets renforçant l'attaque.
Trop peu nombreux pour le moment, il te faudra attendre Arsenal Mystérieux 3 pour te procurer de nouveaux préhistoriques aux effets vraiment intéressants, sans doute dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Donc préhistorique, on commence à voir poindre un semblant de stratégie chez les dinosaures, vous voyez. Avant, les dinosaures, ils étaient concentrés sur éventuellement des cartes de type dinosaure, mais il n'y avait pas d'archétype en particulier, ça n'intéressait pas, faut croire. Enfin en tout cas, voilà, le seul archétype, entre guillemets, de dinosaures, c'était le deck de Davy Cricket dans GX, donc tout le monde joue le même deck dinosaure, et puis voilà, on est content. Mais sinon voilà, c'est bien qu'ils aient fait un archétype de dinosaure. Et puis là, encore récemment, hein, le deck Dinomorphia, qui va nous prouver sa puissance, hein, puisque bon, ça a l'air de faire des trucs. J'ai toujours pas vu comment ça fonctionnait, hein, mais ça a l'air de faire des trucs. Bon. Paye la moitié de tes points de vie encore et encore. J'imagine que c'est pour arriver à une finalité quelconque. Magie, piège et astuce. Sans un bon soutien, les dinosaures ne sont hélas pas grand chose, c'est pourquoi le choix des magies et des pièges leur est essentiel. Monde Jurassique est le terrain incontournable des dinosaures. Tu peux aller le chercher dans ton deck grâce à Destructosaur et l'utiliser pour activer Éruption Volcanique ou tout simplement pour booster tes monstres. En combinaison avec Solidarité dans un deck mono-dinosaure, tu as vite fait d'aligner sur ton terrain une bonne rangée de grosses brutes. Très utile avec les préhistoriques, Hydroguédon ou tes monstres de plus haut niveau. Pilule d'évolution majeure te donne le droit d'invoquer normalement n'importe quel dinosaure de ta main sans sacrifice, pendant 3 tours. En clair, tu peux invoquer Tyranno Ultime gratuitement. Cette magie fonctionne mieux avec Terra Noire et Gilazor, dont les effets rendent le coup d'activation plus facile à supporter. Terra Noire qui, lorsqu'il est envoyé au cimetière autrement que par combat, permet de revenir dans la main, et Gilazor qui s'invoque spécialement sur votre terrain, mais qui donne à votre adversaire en contrepartie le droit d'invoquer spécialement un monstre de puissance cimetière. Instinct de survie est destiné au deck basé sur Tyranno Affinité. Il y a un poil là ou pas? Désolé, hein, en live, c'est pas très classe, mais je crois que j'ai un poil. Je crois que j'ai un poil. C'est un poil qui me chatouille depuis tout à l'heure. Donc instinct de survie est destiné au deck basé sur Tyranno Affinité car il retire des dinosaures du cimetière. Vous bannissez autant de dinosaures que vous voulez de votre cimetière et vous gagnez 400 points de vie pour chaque dinosaure retiré par cet effet. Excavation fossile a cela d'intéressant que tu as le droit de défausser un dinosaure pour le ramener aussitôt. Parfait pour quelques combos, c'est vrai. Mais il faut déjà avoir un dinosaure au cimetière pour activer ton excavation. Tu ne peux pas nourrir un cimetière vide avec ton excavation fossile en disant je vais ramener le monstre donc l'effet va s'auto-alimenter. Non, il faut une cible valide d'abord et ensuite activer la carte. Toujours dans les invocations spéciales, l'instinct du chasseur a de quoi surprendre un adversaire qui compte trop dessus. Il suffit d'une invocation spéciale sur son terrain, pour que tu actives ce piège et que tu aies le droit d'en faire une toi aussi. Active Trio Ojama puis instinct du chasseur pour invoquer Tyranno Ultime par exemple, hein, c'est rigolo. Ce sont là que quelques exemples parmi d'autres et avec des cartes plus génériques, les dinosaures ont vraiment de quoi étonner. Et puis après tout, rien de tel qu'un bon gros T-Rex pour jouer avec style entre amis. Et c'est assez vrai hein, pour le coup. Mais oublions, s'il vous plaît, oublions les dinosaures pour nous concentrer sur autre chose. Autre chose, puisqu'il s'agit de bêtes guerriers pour la plupart, je crois. Il y a des guerriers, il y a des bêtes guerriers, il y a des bêtes, il y a... voilà. C'est un peu le marché chez les Sabre X, mais ils sont quand même intéressants et on va se pencher dessus, puisque c'est une star du metagame de l'époque. Les Sabres X sortent les griffes. Après l'arrivée de la série Les Ténèbres Scintillantes et du célèbre Âme Sombre, l'archétype Sabre X, a enfin rassemblé toutes les armes pour être un deck utilisé au très haut niveau en tournoi. Comment l'utiliser au mieux? Comment se passe le match miroir? Réponse tout de suite dans Dragon Blanc. Support complet. Malgré sa méconnaissance en OCG, le deck Sabre X est certainement le plus complet actuellement. Cela est dû aux cartes exclusives que Konami a offertes au TCG dans chacune des dernières séries. On pense bien sûr à Âme Sombre, qui ajoute à ta main n'importe quel Sabre X à la fin de ton tour, ou encore le célèbre Hammer's Blade qui doit pour sa part être détruit au combat afin d'invoquer un monstre Sabre X. Ces deux puissantes cartes, notamment la première, ont totalement révolutionné cet archétype en manque de régularité. En abusant de l'effet d'Âme Sombre, tu peux rapidement vider la main adverse tout en ajoutant plusieurs cartes dans ta main pendant une phase. Alors c'est pas l'effet d'Âme Sombre qui vide la main adverse, hein, c'est l'effet de Gothams qui sacrifie un Sabre X pour envoyer une carte au cimetière de la main adverse au hasard.
Côté synchro, les sabres X ne sont pas mis de côté puisque Yunlei peut détruire jusqu'à 3 cartes magie et pièges sur le terrain lorsqu'il est invoqué par synchronisation, c'est vrai. Gothams quant à lui est plus compliqué à invoquer, hein, 9 étoiles, encore que c'est pas si difficile, mais dispose d'un effet intéressant. En sacrifiant un monstre sabre X, tu peux défausser une carte au hasard de la main de ton adversaire. Afin d'invoquer ces deux monstres synchro à chacune de tes parties, tu as besoin de synthoniseur. Tu disposes d'Herbel, hein, bien sûr, et de Chevalier à l'épée serpent. Ce dernier peut invoquer spécialement un sabre X du cimetière lorsqu'il détruit un monstre en mode défense. La cerise sur le gâteau est la carte la plus puissante de l'archétype, le tueur de trolls, effectivement, qui doit être bien pratique sans doute sur les chats Twitch, pour éviter tout ce qui est blague de mauvais goût. Ce monstre s'invoque spécialement lorsque tu as deux monstres sabre X ou plus sur le terrain. Une fois par tour, tu peux invoquer spécialement un monstre sabre X de niveau 4 ou moins du cimetière. Ce monstre paraît compliqué à invoquer, mais certaines cartes rendent la tâche plutôt facile. La première, c'est évidemment le chat sauveteur. Je vais essayer de rebuild un sabre X sur Edo Pro, ça va être trop drôle. Ce dernier se sacrifie pour invoquer, depuis le terrain, hein, bien sûr, hein, il se sacrifie, pour invoquer deux bêtes de niveau 3 ou moins depuis le deck, comme Herbel ou âme sombre. La seconde est évidemment le chevalier épouvantard. Lorsque tu invoques normalement ce monstre, tu peux invoquer spécialement un monstre sabre X de ta main sur le terrain. Côté magie piège, les sabres X sont également armés. Lacération de sabre détruira les cartes face recto de ton adversaire, tandis que Ravin du sabre annulera les invocations de monstres. Pour finir, Ordre de ralliement de Gotham invoquera deux monstres sabre X du cimetière. La seule condition d'activation est qu'un monstre sabre X soit visible sur le terrain. C'est vrai, et il faut qu'il soit sur le terrain, pas forcément sur le vôtre, donc en match miroir, il suffit d'un monstre sabre X sur le terrain de votre adversaire, vous activez Ordre de ralliement de Gotham et vous ramenez deux monstres sur votre terrain, ce qui est plutôt rigolo. Sabre X en tournoi. Les premières versions compétitives des decks Sabre X en tournoi contenaient des cartes comme Palomuro, Caméléon Espion ou encore Pachoul. Mais rapidement, les joueurs se sont aperçus qu'il fallait absolument augmenter le nombre d'invocations de chat sauveteur dans les duels. L'avantage que donne cette carte est tellement important que les joueurs de tournoi se sont mis à jouer des cartes dans l'unique but d'invoquer le chat sauveteur. On pense notamment à Prêtre Invocateur, Sangan ou encore Sarcophage Doré. Sangan avant sa restriction, hein, donc Sangan au mieux de sa puissance finalement. Cela peut paraître démesuré, mais c'est un choix relativement logique. Le chat sauveteur permet d'invoquer Herbel et âme sombre. A l'aide de ces deux monstres, beaucoup d'options s'ouvrent. On peut soit invoquer tueur de troll, soit invoquer un monstre synchro de niveau 6, comme Yunlei, Briona, Gartengoyo évidemment, tout en alimentant le cimetière pour que des cartes comme Ordre de ralliement de Gotham deviennent de véritables bombes à retardement. Tout cela s'effectue sans oublier l'effet d'âme sombre qui ajoute une carte à ta main en end phase, donc le plus est présent. Hein. La combo classique du deck est d'invoquer chat sauveteur et ensuite tueur de troll, afin d'avoir accès rapidement à Gothams en synchronisant tueur de troll et un synchroniseur de niveau 3 comme Herbel, qui peut défausser la main adverse. Oui, c'est bon, j'ai rien oublié. Et je bois un coup. Permettez, j'ai soif. C'est... J'adore. C'est trop bien. Boire de l'eau. On se sent vivant. Le match miroir. J'ai vraiment dit c'est trop bien en parlant de boire de l'eau, hein, quand même, hein, c'est vous dire. Le match miroir, un match miroir de Sabre X repose sur un facteur chance relativement important. Alors ça par contre, c'est un peu dommage quand même. T'as le toss et un peu de chance, t'as gagné. Au moins sur les deux premiers tours. En effet, si un des joueurs invoque rapidement chat sauveteur suivi de tueur de troll et que l'autre joueur n'a pas les mêmes ressources en main, le match est rapidement plié. Cependant, sans tenir compte de ce cas particulier, le match miroir de Sabre X est très intéressant. Les deux cartes qui déterminent le vainqueur sont souvent Chevalier à l'épée serpent et Ordre de ralliement de Gotham. Le premier, en plus d'invoquer spécialement un Sabre X du cimetière, comme généralement âme sombre, hein, peut annuler une attaque adverse lorsqu'il est sur le terrain. Une fois. Une seule. Une fois tant qu'il est face recto sur le terrain. Afin d'éviter son premier effet, il est donc conseillé de ne jamais invoquer de monstre en défense. La seconde partie est la carte la plus... Enfin, la seconde carte est la carte la plus technique de l'archétype, la condition d'activation étant sur le terrain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu peux l'activer s'il y a des monstres sabre X uniquement sur le terrain adverse, ça marche aussi. Le vrai challenge consiste à réussir à chaîner son ordre de ralliement de Gotham sur celui de l'adversaire afin de l'annuler et de prendre au moins une de ses cibles du cimetière. Non mais attends. Ordre de ralliement de Gotham, c'est n'importe quoi. S'il y a un sabre X sur le terrain, vous ciblez deux monstres sabre X dans l'un des cimetières, ce qui est super fort.
et vous les prenez. Donc en match miroir, cette carte, c'est de la saloperie. C'est incroyable, et je m'en étais même pas rendu compte. Waouh. Waouh. L'avenir du deck Sabre X. Après le championnat d'Europe et la défaite des Sabre X, on ne sait pas si le deck sera affaibli ou non par la prochaine liste de restrictions en septembre. Si beaucoup de joueurs rêvent de ne plus voir le chat sauveteur en tournoi, d'autres aimeraient qu'il reste afin que l'archétype soit toujours assez rapide pour se confronter aux autres decks du metagame. Alors que faire? Limiter âme sombre ou tueur de troll? Dans tous les cas, il semble logique que cet archétype ne sorte pas indemne de cette prochaine liste, et même si au Japon, il est impossible de jouer Sabre X à un niveau compétitif. Mais après plusieurs mois de construction, Konami va-t-il prendre le risque de rendre inefficace un archétype qui n'a pas encore eu le temps d'arriver chez nos amis nippons? Réponse en septembre. Conclusion, l'archétype Sabre X est certainement le plus polyvalent et le plus régulier actuellement. Avec des tuteurs et des invocations spéciales à chaque tour, ce deck dispose de toutes les armes pour continuer à dominer les tournois. En attendant la liste de Konami, n'hésite pas à essayer ce deck en tournoi, histoire de profiter encore un peu du chat sauveteur. On arrive sur la fin tout doucement, il reste un quart d'heure hein, si je compte bien, et si on a commencé à l'heure, il reste un quart d'heure. Donc, bah écoutez, je vous propose qu'on se focus sur les combos, surtout qu'on en a 2, 4, 5, 2, 4, 5, 10 à décortiquer, et il nous restera un dernier article, et ça ira très bien. Ah tiens, le chien recommence à aboyer, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'ils foutent les parents, hein, je vous jure. Du coup, Dragon Cruel plus le battement d'aile du dragon géant. Simplissime comme combo. Votre adversaire contrôle un monstre, vous n'en avez pas sur votre terrain, vous invoquez spécialement Dragon Cruel. Niveau 5. Battement d'aile du dragon géant, vous renvoyez un dragon de niveau 5 ou plus de votre terrain dans votre main, vous pétez toutes les magies pièges sur le terrain, et puis bon, comme l'invocation spéciale de Dragon Cruel n'est pas une fois par tour, tant que votre adversaire a des monstres et que vous n'en avez pas, vous pouvez l'invoquer spécialement. Hein, donc, invoquez spécialement votre Dragon Cruel, et puis... Voilà, vous avez fait place nette avec une seule carte qui ne vous a rien coûté. Donc pour le coup, bon combo, j'aime bien. Bon combo de Go Second, j'aime bien. Oiseau du tonnerre de la vallée de brume plus Condor de la brume. Condor de la brume peut être invoqué spécialement en renvoyant un monstre vallée de brume dans ta main. Ça tombe bien! Oiseau tonnerre de la vallée de brume s'invoque spécialement quand il est renvoyé dans ta main. Tu disposes alors de l'effet du Condor gratuitement. Ajoute Maître du vent dans la vallée de brume pour lancer ensuite une invocation synchro de niveau 9, larve de brume, si populaire en tournoi. C'est vrai. Égide de Gaïa plus Dragon Materia. Alors, Égide de Gaïa, vieux piège. J'en avais parlé quand j'avais parlé du deck de structure, la lame de lumière, donc le deck de structure 11 qui n'est jamais sorti chez nous. C'est un piège continu qui dit que quand vous l'activez, vous gagnez 3000 points de vie, et quand il quitte le terrain, vous perdez 3000 points de vie. Donc bonne carte, au demeurant. Et ben Dragon Materia, il dit, tout ce qui vous inflige des dommages, ça vous fait gagner autant de points de vie à la place. Donc, vous activez votre Égide de Gaïa, vous gagnez 3000 points de vie. Vous retirez votre Égide de Gaïa du terrain, vous regagnez 3000 points de vie. C'est pas la combo du siècle, mais ça peut faire des trucs. Autant, ça peut aider à gagner. Je déteste son nom à lui. Diuloren, c'est chiant à dire. Enfin, c'est très moche, mais c'est plus joli. Enfin, non, c'est pas c'est très moche, plus c'est plus joli. C'est très moche, mais c'est plus facile à dire. Donc, Diuloren, tigre roi de la barrière de glace, plus Brionac. Alors, les deux superstars de la barrière de glace s'entendent à merveille pour nettoyer le terrain. Diuloren commence par renvoyer dans ta main. Ah bah oui, tu renvoies dans ta main les cartes que tu contrôles pour gagner de l'attaque avec Diuloren. Et une fois que tu as des munitions, que tu es bien chargé et bien stock en carte en main, tu les défausses avec l'effet Brionac et tu fais place nette sur le terrain d'en face pour taper directement avec tes monstres ensuite. C'est rigolo, ouais, c'est pas forcément le... Pareil, c'est pas forcément le combo du siècle, hein, mais effectivement, c'est une synergie rigolote de barrière de glace. Super poli, chirurgie ADN, dragon à 5 têtes. Bon. Simplissime comme combo, hein. Dragon à 5 têtes réclame 5 monstres dragons pour être invoqués. Chirurgie ADN dit que vous pouvez déclarer un type de monstre et que tous les monstres sur le terrain deviennent de cet attribut. Super polymérisation vous permet d'invoquer par fusion un monstre fusion en utilisant des monstres depuis les deux terrains comme matériel. Donc,
Suffit que votre adversaire ait un terrain plein ou qu'il ait pas mal de monstres et que vous en ayez assez peu finalement. Vous utilisez tout son terrain, vous utilisez un des vôtres, deux des vôtres si vous voulez, enfin faites comme vous voulez, je m'en fiche. Et vous invoquez votre dragon à 5 têtes en ayant fait place nette, et du coup votre adversaire se retrouve à devoir gérer un dragon à 5000 d'attaque, qui n'est destructible au combat que par les monstres de lumière et des tribus divins. Donc, ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Ananas Naturia plus Naturia Bamboo Shoot, donc pouce de bambou Naturia. Tout simple, hein, franchement ça s'écrit tout seul. L'ananas qui revient en stand-by et qui est donc du combustible de choix pour la pousse de bambou qui donc bénéficiera de son effet d'empêcher l'activation des magies pièges de l'adversaire tant qu'elle a été invoquée par sacrifice en utilisant un monstre Naturia. Maître légendaire du Jiu-Jitsu, plus corps brumeux, plus féru de bataille. Un peu compliqué à mettre en place mais c'est rigolo. Maître légendaire du Jiu-Jitsu, il vous dit si votre adversaire l'attaque alors qu'il est en défense, vous pouvez, après le calcul de dommages, renvoyer le monstre qui a combattu au-dessus du deck de son propriétaire. Féru de bataille force tous les monstres de l'adversaire à vous attaquer vos monstres. Et corps brumeux vous dit, c'est un équipement hein, qui dit que le monstre équipé n'est pas destructible au combat. Tout le monde attaque ton maître légendaire du Jiu-Jitsu, tout le monde retourne au-dessus du deck, et du coup, bon bah, déjà ton adversaire il pioche des cartes inutiles, enfin en tout cas il va être énormément ralenti pendant 5 tours, grand max. Ouais, grand max. Donc ouais, le combo est original, j'aime bien. C'est pas pareil, c'est pas le combo du siècle, hein, mais ça peut faire place nette. Et c'est un moyen de passer certains monstres qui sont ingérables autrement. Tyranno Ultime, Trio Ojama, Big Bang. Alors là, c'est le combo OTK, hein, franchement. Big Bang, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une vieille magie d'équipement qui s'équipe aux monstres, enfin qui donne 400 d'attaque aux monstres équipés, mais surtout lui octroie la possibilité de faire des dégâts perce-def. Trio Ojama permet d'invoquer 3 jetons Ojama sur le terrain de votre adversaire, ils ont chacun 0 d'attaque et 1000 de def, ils sont invoqués en défense, et Tyranno Ultime permet d'attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc, Big Bang, vous l'équipez à Tyranno Ultime. Ah oui d'ailleurs, le double effet qui se coule du trio Ojama, à chaque fois qu'un jeton Ojama est détruit, son contrôleur perd 300 points de vie. Donc il va recevoir 900 de petits suppléments. Donc vous équipez votre Big Bang à votre Tyranno Ultime, il a 3004, il va taper 3 fois sur Trio Ojama en perce def, ils sont invoqués en défense, donc il va faire 2004 plus 2004 plus 2004, donc ça fait 7002. Vous mettez 300 par jeton, donc 7002 plus 900, on est à 8100, parfait, ça passe nickel. OTK. Propre, net, sans bavure. Vandalgion, le seigneur dragon sombre, plus jugement solennel. Alors, Vandalgion. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. C'est un dragon, de niveau 8, disposant de 2800 d'attaque et 2500 points de défense, d'attribut ténèbres, et qui joue avec les contre-pièges. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous lire l'effet, surtout qu'en plus c'est la version anglaise de Vandalgion, mais si vous activez un contre-piège, en fait vous pouvez l'invoquer dans la chaîne suivante, et suivant ce que vous avez annulé, si vous annulez une carte avec un contre-piège, vous pouvez l'invoquer spécialement, et suivant ce que vous avez annulé, il va faire un effet supplémentaire. Donc si vous avez annulé une magie, vous mettez 1005 dans la tête de votre adversaire. Si vous avez annulé un piège, vous pouvez cibler et détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Et si vous avez annulé un effet de monstre, vous pouvez sélectionner un monstre de votre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc un petit peu le couteau suisse, et jugement solennel, justement, en termes de couteau suisse, il y a difficilement mieux, hein, franchement. Vous pourrez jamais ressusciter un monstre avec l'effet de Vandalgion si vous activez jugement solennel, puisqu'il ne peut pas annuler les effets de monstre, c'est une des rares choses que jugement solennel ne peut annuler. Mais vous pourrez en tous les cas soit mettre 1005 dans les dents de votre adversaire, soit détruire une carte qu'il contrôle, et c'est plutôt rigolo. Libération d'âme plus Tyranno Infinité. Bon. Simplissime, pareil, hein, Tyranno Infinité qui gagne 1000 points d'attaque pour chaque dinosaure retiré du jeu que vous avez de votre côté, enfin, de votre côté des cartes bannies, hein, bien sûr. Vous faites Libération d'âme, vous en retirez 5 d'un coup, il a 5000, bon, bah, je tape. Et enfin, on va se finir sur un article de Metagame. Oh, punaise, ce nez m'aura gratté pendant tout le live, vous vous rendez compte? C'est horrible. C'est horrible. Oh là là, ça me fait limite mal maintenant.
Championnat d'Europe, le plus grand tournoi européen de l'année s'est déroulé à Birmingham les 16 et 17 juillet. Ce fut l'occasion pour les meilleurs duellistes français de se confronter à la crème européenne du circuit en espérant récupérer une qualification pour le championnat du monde. Dragon Blanc y était évidemment pour décortiquer le metagame de ce tournoi. Metagames. Le deck le plus représenté dans ce tournoi était le Sabre X. Et évidemment, hein, on s'attendait à rien d'autre. Hein. À force de voir sortir des nouvelles cartes exclusives autour de cet archétype, les joueurs ont fini par céder et ont pour la plupart choisi d'utiliser la rapidité et la solidité qu'affiche ce deck dans le metagame. Le second deck le plus utilisé était le Frog Monarch, une version revisitée du deck utilisant des cartes comme Démon de la Vanité est revenu en force grâce à nos amis allemands et suisses. Ce deck profitant de la rainette et d'une régularité énorme était également une arme de choix pour ce tournoi. En espérant que c'était la dernière fois que je me gratte le nez parce que là je vous jure j'en ai marre. Les autres decks étaient beaucoup moins représentés, mais présents, on pense aux jeux Anti-Metagame, Infernité ou Frog FTK. Premier jour, après 8 rondes et un premier jour de compétition éprouvant, la plupart des favoris sont encore dans les 10 premiers. On pense à Sébastien Gonzalez, à Rodrigo Togores ou encore Vincent Ralambamyadana, seul français présent dans cette liste. Seul Claudio Kirchmer, célèbre joueur européen, autrichien même, manque le coche avec un score de 4 victoires pour 4 défaites. Le seul deck invaincu de cette journée est un Frog Monarch utilisé par Abid Arshad, ancien champion national anglais. Mais ce premier jour était également l'occasion de voir se dérouler le championnat d'Europe Dragon Duel destiné aux joueurs de moins de 13 ans. Parmi les 3 Français présents, seul Yanis Benkeda, notre champion de France, parvient à rentrer dans le top 4. Après un top 8 avec un niveau de jeu relativement élevé, c'est finalement Kali McMoran qui l'emporte avec son deck Infernité. Kali McMoran qui a vraiment pas une tête de gosse de 13 ans ou moins. Ah, excusez-moi, hein, c'est pas très esthétique mais c'est horrible. J'ai le nez qui me gratte. Jour 2. Le second jour de jeu démarre très tôt pour les 64 meilleurs joueurs du tournoi. Parmi eux, on retrouve 7 joueurs français prêts à tout tenter pour participer au prestigieux top 8 ou au moins de remporter le Darken Dragon promis au top 32. Ce second jour de jeu verra se détacher les joueurs français, enfin 2 joueurs français, Johan Descamps de la team Dragon Blanc et Léo Giner. Le premier réalise un score de 11-3 et termine second à la fin des rondes, tandis que Léo, avec un score de 10-4, se classe 8ème. Il ne leur reste donc plus qu'un match à gagner pour participer au championnat du monde, puisque seul le top 4 se qualifie pour le plus gros événement mondial de ce TCG. Parmi les 7 joueurs français encore en course, il n'y a que Michael Dromin et Alain Lee qui ne parviennent pas à faire un score suffisant pour remporter le Darken Dragon. Comme quoi, hein, Alain Lee, on l'a encensé pendant un moment, et puis finalement... ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvaises journées. Top 8, le premier match des quarts de finale oppose Johan Descamps qui joue un deck Sabre X à Stefano Memoli qui joue un deck anti-metagame construit pour battre Sabre X. La première manche est sans appel, la stratégie du joueur italien oblige le français à concéder rapidement la défaite. Après avoir utilisé le side deck, c'est Johan qui remporte promptement la seconde manche. Lors de la troisième, c'est l'italien qui prend l'avantage sans tarder grâce au Cavalier Squelette d'Excalibur et à Rayo le roi du tonnerre. Il élimine donc le joueur français et se qualifie pour le championnat du monde. Le second match met en scène notre dernière chance française, Léo Giner et son deck Sabre X face à Sébastien Gonzalez, champion national belge. Ce dernier utilise également un deck Sabre X. Vous voyez, un Sabre X, 3 exemplaires déjà en 2 matchs. Après un match surprenant, c'est le Belge qui l'emporte. Lors de la dernière manche, Léo perd le match avec Onde Glacée, Chasse Sauveteur et Tueur de Troll Sabre XX en main, ce qui est censé être la combo parfaite pour lancer la machine. Mais Sébastien avait plus d'un tour dans son sac et remporte donc ce match, éliminant le dernier français en course. Après l'élimination de nos derniers représentants, il ne reste que les 4 joueurs qui représenteront l'Europe au sein du monde. Sébastien Gonzalez avec un deck Sabre X, Rodrigo Togores avec Frog FTK, Stephen Luis avec Infernité, et Stefano Memoli avec un deck anti-metagame. Voilà. J'étais hors champ pour le 4ème, mais enfin voilà, ça fait 4. Après les confrontations, c'est finalement Rodrigo Togores qui remporte le tournoi contre Stephen Luis en finale. Donc Rodrigo Togores avec son deck Frog FTK et contre Stephen Luis avec Infernité. Utilisant un deck capable de gagner lors du premier tour de jeu sans que l'adversaire puisse piocher sa 6ème carte, il remporte donc logiquement ce tournoi. Le deck Sabre X aura eu enfin un tournoi où il domine, cependant il ne gagne toujours pas. Quelle va être la réponse de Konami? Vont-ils continuer à renforcer cet archétype pour qu'il soit enfin le maître incontesté des tournois? Vont-ils enfin bannir le chasse-sauveteur? Réponse en septembre. Ce qui clôt ainsi, à 22h28, ce 28e numéro de Dragon Blanc.
j'apprécie le... Comment dire? J'apprécie la cocasserie du truc. Donc voilà, c'était un petit numéro sympathique, et puis j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez partagé la passion autant que moi. Mes excuses si j'ai été parfois un peu, comment dire, peut-être un peu moins amusant et divertissant que d'habitude. Je vous promets que ça ira mieux mardi prochain. Puis dans tous les cas, voilà, si vous avez des remarques à me faire remonter comme d'habitude, je vous invite à le faire en MP Discord, en MP Twitter, enfin partout c'est possible de me contacter. De toute façon vous avez mes réseaux, hein, je sais que je parle à une communauté d'initiés, donc vous avez mes réseaux si jamais c'était pourri, voilà. Vous pouvez me le dire, ou alors vous pouvez m'encenser hein, aussi, hein, vous avez le droit, c'est tout à fait permis, et je vous en saurai gré. C'est tout pour moi, j'espère que vous passerez une agréable fin de soirée. Je vous dis la bonne soirée, la bonne nuit, finissez bien et buvez de l'eau. Tchuss!